Takumi a été convoquée dans un autre monde et se retrouve devant la déesse Nolan, mais la première chose qu'elle fait est de s'excuser sincèrement parce que tout ceci était une énorme erreur. Elle explique que lorsqu'un sort d'invocation est activé, il sélectionne au hasard un groupe de perdants de la Terre pour être risqué. Mais la vie de Takumi se passait plutôt bien, il était donc censé être exclu de la convocation. Cependant, une erreur s'est produite et il s'est retrouvé ici avec tous les autres, et tout cela parce que le Saint-Empire de Sidonie a décidé d'activer le sort d'invocation de façon inconsidérée. Comme Takumi n'était pas censé être convoqué, Nolan l'a amené ici, alors que tous les autres héros convoqués sont allés directement en Sidonie. Takumi lui demande si elle peut simplement le renvoyer sur Terre puisqu'il a été invoqué par erreur, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. Elle était tellement en colère contre Sidonie pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit qu'elle a immédiatement modifié les lois magiques de ce monde, de sorte que plus personne ne peut se déplacer entre les mondes, ce qui signifie que Takumi est coincé ici de façon permanente. Le processus l'a également tué, donc il y a aussi cela. Takumi commence à paniquer en réalisant qu'il est un fantôme désincarné, mais Nolan lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle a un plan. Elle ne peut pas le renvoyer sur Terre, mais elle peut lui donner un nouveau corps et faire en sorte qu'il devienne un citoyen de ce monde. Et pour s'excuser, puisqu'elle est en partie responsable de cette situation, elle lui offre sa bénédiction pour lui rendre la vie plus facile. Takumi n'a pas vraiment le choix, il accepte donc de renaître dans ce monde, et Nolan est heureuse de l'entendre car cela lui facilite grandement la tâche. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour voir la nouvelle vie qu'il aura, et quand Takumi le fait, il découvre que Nolan a l'intention de lui donner un corps de 17 ans même s'il en a 40. Nolan lui dit de ne pas se préoccuper des détails mineurs, et plus important encore, qu'il doit encore choisir son travail. Elle lui dit qu'il y a 2 classes principales pour les emplois. Si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses comme épéiste, chevalier ou chasseur. Mais si cela ne l'intéresse pas, il peut toujours choisir l'un des métiers de la production. Takumi n'aime pas l'idée d'avoir à se battre, il décide donc d'opter pour un travail de production. Nolan lui implante alors le poste dans l'âme, ainsi qu'un tas d'autres bénédictions bonus, et l'envoie sur le chemin, en oubliant complètement de lui donner un tutoriel. Takumi atterrit en catastrophe au milieu d'une forêt, et après s'être finalement relevé, il voit son reflet dans la rivière et réalise qu'il est vraiment devenu une autre personne, et qu'il est beau. Il décide de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie et va voir ce qu'il y a dans le sac que Nolan a déposé avec lui. Il y trouve des rations alimentaires et de l'argent, ce qui signifie qu'il n'a pas à craindre de mourir de faim pour l'instant. Il jette un coup d'œil à son écran d'état, et il semble que Nolan l'ait doté de toutes les compétences utiles dont il pourrait avoir besoin. Il dispose même de la magie élémentaire, alors il décide de l'essayer d'abord pour voir s'il peut vraiment l'utiliser. Il ouvre la main et crie « boule d'eau », et juste comme ça, une boule d'eau se forme dans sa main. Les autres éléments fonctionnent de la même manière, et Takumi peut facilement les utiliser dès son premier essai. Maintenant qu'il a compris comment fonctionne sa magie, il doit commencer à réfléchir à ce qu'il va faire et décide de se rendre au village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin, et il a l'air d'un très beau bâton. Il utilise alors sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre qu'il s'agit de bois de tran. Il provient du monstre Tran et est très utile pour fabriquer des bâtons et des lances magiques. Takumi décide donc de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de regarder autour de lui pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité, et il en trouve une tonne, alors il passe l'heure suivante à les cueillir. Mais maintenant, il ne sait pas quoi faire de toutes ces plantes. Elles ne rentreront certainement pas dans son sac, alors il devra peut-être les laisser derrière lui. Mais Takumi se souvient qu'il possède une compétence de boîte à objets, alors il l'utilise pour ranger toutes les plantes. À ce moment-là, il entend quelqu'un crier, et quelques instants plus tard, il voit une petite fille sortir des buissons en courant. La petite fille vient lui demander de l'aide parce qu'un monstre la poursuit, et lorsque Takumi se retourne pour voir de quel genre de monstre il s'agit, il trouve un énorme lapin à cornes. Le lapin lui fonce dessus et manque de l'empaler, mais à la dernière seconde, il panique et poignarde accidentellement le lapin à la tête, le tuant sur le coup. Il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner contre un tel monstre, et il suppose que c'est grâce à la bénédiction de Nolan. Mais Nolan n'y est pour rien, c'est juste de la chance. À la suite de son combat, Takumi obtient le titre de guerrier, mais il n'en est pas ravi, car il espérait ne pas avoir à se battre du tout. Mais ce n'est pas vraiment important pour l'instant, car il doit encore vérifier si la petite fille va bien. Molly dit qu'elle va bien et explique qu'elle était venue cueillir des herbes, mais qu'elle s'est accidentellement éloignée du village du conseil et qu'elle s'est fait attaquer. En l'entendant parler d'un village, Takumi s'enthousiasme et lui demande s'il peut venir au village. Molly lui dit qu'elle lui montrera le chemin, mais avant cela, elle lui demande s'il a l'intention d'emmener ce lapin avec lui, car sa viande est vraiment délicieuse. Takumi réalise que ce serait un gâchis de le laisser ici, alors il met le lapin dans sa boîte à objets.
Mais immédiatement après avoir fait cela, il réalise qu'il vient de le faire devant Molly, alors qu'il avait l'intention de garder secrète la compétence de sa boîte à objets. Il n'y a plus rien à faire, alors Molly et lui commencent à marcher vers le village. Au même moment, les autres personnes convoquées viennent d'arriver dans l'Empire de Sidonie et ne savent pas trop ce qui se passe. Aucun d'entre eux n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, et tout à coup, ils entendent quelqu'un les appeler en tant que héros. Une femme s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine et qu'ils ont été appelés à utiliser leur pouvoir de héros pour sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'Empire Sidonia, Elisabeth, et un simple coup d'œil à son visage suffit à faire comprendre aux enfants qu'elle est vraiment louche. C'est à ce moment-là que la compétence unique d'Akana entre en jeu, et il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de la révélation. Ainsi, si elle suit son instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse, et pour l'instant, l'instinct d'Akana lui dit qu'Elisabeth est une traître, et qu'on ne peut donc pas lui faire confiance. Pendant ce temps, Takumi est arrivé au village de conseil, et les parents de Molly viennent le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente sous le nom de Banga, et sa femme s'appelle Martha. Il pense que Takumi est un homme très responsable pour avoir voyagé si loin tout seul. Sur ce, Takumi leur demande s'il peut rester dans ce village pendant un certain temps, puisqu'il n'a nulle part où aller. Ils lui répondent qu'il est le bienvenu, mais malheureusement, ils n'ont pas d'auberge dans le village, donc il n'y a pas d'endroit où loger pour le moment. Cependant, ils peuvent toujours lui construire une maison. Tous les villageois se rassemblent autour d'un terrain vague et s'apprêtent à commencer les travaux, mais Takumi veut se rendre au moins un peu utile, alors il utilise sa magie de la terre pour aplanir le sol pour les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une telle échelle, et il manque de s'évanouir à cause de l'épuisement de son mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre si facilement, alors Takumi demande s'il pense qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Comme il s'est occupé des fondations, les autres se mettent au travail pour assembler sa maison, et le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée. Grâce à ses talents de charpentier, de forgeron et de couturier, Takumi est capable de se fabriquer un bon ensemble de meubles, mais il y a quelque chose d'autre qu'il voulait essayer. Le forgeron du village, Boron, lui a donné un tas de minerais et il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour extraire le métal. Il a du minerai de fer, du minerai d'argent, du minerai de cuivre et même du minerai de fer magique, alors il commence par le fer et essaie d'en faire un lingot. Normalement, cela nécessiterait un grand four et des heures de travail, mais avec l'alchimie de Takumi, il peut le faire en une seule fois, mais cela draine une tonne de son mana dans le processus. Sa première tentative d'extraction de minerais est un succès, et Takumi est très excité, il veut donc continuer à en extraire autant que possible pour fabriquer des objets plus tard. Quelques heures plus tard, Molly se rend chez Takumi pour lui apporter le dîner. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle est choquée de le trouver évanoui sur le sol, comme s'il avait été vidé de son énergie. Takumi en a trop fait avec l'extraction du minerai et a failli mourir d'épuisement de mana, mais Martha et Banga lui donnent une potion de récupération, donc il va bien maintenant, et peut continuer à pratiquer son alchimie, bien qu'il lui fasse promettre de ne plus se surmener. Au fil du temps, Takumi extrait du fer, du cuivre et même un peu d'or, ce qui lui permet de fabriquer une tonne d'outils utiles. Une fois qu'il en a fini avec l'alchimie, il passe du temps avec Boron dans la forge, apprenant à fabriquer toutes sortes d'armes. La lame est très réussie, et une fois que Boron aura fini de fabriquer le fourreau, l'arme sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant au niveau 40, il a donc fini de la pratiquer pour l'instant et décide de passer à autre chose. Il va voir Banga et lui demande s'il peut lui emprunter quelques potions, et Banga n'a aucun problème à lui en prêter, mais toutes les potions sont basiques, donc elles ne lui seront pas d'une grande utilité. Takumi lui répond que ce n'est pas grave, car tout ce dont il a besoin, c'est d'un modèle de potion. Il envisage de fabriquer ses propres potions avec toutes les herbes qu'il a ramassées dans la forêt, et Banga est heureux de soutenir Takumi du mieux qu'il peut, alors il lui propose de lui acheter quelques potions s'il termine le premier lot. Takumi remercie Banga, et après avoir obtenu la potion de base, il commence à travailler sur sa propre version. Il la prépare avec des herbes d'Ilkuk et de l'eau, et lorsqu'il a terminé, il la met dans un bocal en verre pour la comparer à celle qu'il a reçue de Banga. Les deux sont bleus, mais celui que Takumi a fabriqué est nettement plus bleu que celui qu'il a reçu de Banga, et il semble qu'ils contiennent de la magie. Cependant, Takumi ne sait pas si c'est un succès ou non. Il va devoir tester la potion lui-même pour s'assurer qu'elle n'est pas nocive. Il ne veut pas mourir si la potion s'avère être un poison, alors il décide d'acquérir une certaine tolérance au poison. La meilleure façon pour lui de le faire est de manger ce que c'est jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se soigner. Cela fait maintenant quelques heures qu'il fait cela, et il se sent vraiment mal. Le bon côté des choses, c'est qu'en se soignant autant, il a acquis la compétence de purification, ce qui ne manquera pas d'être utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur pied, il entend un bruit derrière lui et découvre un énorme sanglier qui le fixe.
Le sanglier n'est manifestement pas amical, alors Takumi saisit sa lance et se prépare à se défendre. Cependant, lorsque le sanglier charge sur lui et qu'il tente d'utiliser la lance, celle-ci se brise au contact, laissant le sanglier indemne et Takumi sans arme. Il essaie d'utiliser toute la magie dont il dispose, mais aucune ne fait de dégâts sur le sanglier, et il commence à paniquer. Alors qu'il pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, il remarque une araignée venimeuse derrière lui, qui semble s'apprêter à attaquer. Cependant, au lieu de l'attaquer, l'araignée attaque le sanglier, qui manque Takumi, mais le sanglier continue de s'approcher de lui, alors il doit trouver quelque chose rapidement. Jusqu'à présent, toutes ses attaques physiques ont échoué, mais il reste une chose qu'il n'a pas encore essayée. Alors que le sanglier fonce à nouveau sur lui, il saute en l'air et, au moment du contact, utilise sa compétence d'alchimie sur la tête du sanglier pour la briser. Grâce à sa rapidité d'esprit, il réussit à survivre et, maintenant qu'il est en sécurité, il décide d'aller voir l'araignée puisqu'elle l'a aidé tout à l'heure. L'araignée est en très mauvais état après avoir été frappée par le sanglier, alors Takumi décide de la soigner pour qu'elle ne meure pas. Il se lève ensuite pour retourner au village, mais il reçoit une notification lui indiquant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne savait pas qu'il était possible d'apprivoiser une araignée, mais il hésite à l'emmener avec lui car l'araignée est considérée comme un monstre dangereux. Cependant, l'araignée lui fait les yeux doux, il décide donc de l'accepter comme animal de compagnie et, pour officialiser la chose, il la nomme Maple. Un peu plus tard, Takumi revient au village et montre à tout le monde le sanglier géant qu'il a tué. Ils sont tous stupéfaits qu'il ait pu vaincre une telle chose, mais encore plus qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée venimeuse, car personne n'a jamais réussi à le faire auparavant. Takumi propose de partager le sanglier, car il ne peut pas le finir seul. Ce soir-là, un grand festin est organisé en son honneur. Pendant que tout le monde s'amuse, Banga apporte à Takumi les précieux restes du sanglier et lui dit qu'il pourra les vendre s'il se rend dans la ville la plus proche, Bolton, qui sera donc la prochaine destination de Takumi. Pendant ce temps, la déesse Nolan veille sur lui, et elle est très satisfaite de ses progrès. L'une de ses conseillères lui demande ce qu'elle espère obtenir en accordant à Takumi un traitement aussi spécial. Elle lui a donné un corps spécial, une bénédiction spéciale et l'a même envoyé une année entière dans le passé avant que Sidonie n'active le sort de convocation qui l'a amené ici. Mais Nolan dit qu'elle n'a pas de raison particulière pour cela, elle fait simplement ce qu'elle pense être juste. Un matin, Takumi se retrouve ligoté dans son lit et il sait déjà que c'est Maple qui est derrière tout ça. Maple s'excuse, mais Takumi a été tellement occupé ces derniers temps qu'elle s'est sentie seule et voulait juste attirer son attention. Takumi se rend compte qu'il s'est tellement concentré sur son travail qu'il n'a pratiquement pas passé de temps avec Maple. Il décide donc de faire une pause dans son travail pour la journée et de jouer avec Maple, ce qui rend cette dernière très heureuse. Juste à ce moment-là, Martha entre pour apporter le déjeuner à Takumi, et il semble qu'il se passe quelque chose de bizarre entre Takumi et Maple, mais Takumi l'assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Martha le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est très belle, et elle prévoit donc de traire Maple jusqu'à épuisement de la soie qu'elle peut produire. Plus tard dans la journée, Martha a réussi à créer une chemise en soie d'araignée, et toutes les femmes du village sont ravies de la texture du tissu. Takumi n'avait pas réalisé que la soie d'araignée était un produit si populaire. Cependant, les dames expliquent que la soie d'araignée est un produit de luxe, et que seuls les nobles peuvent l'acheter. Martha demande à Maple si elle peut lui faire plus de tissu, et Maple commence à en faire jaillir, mais cela va prendre un certain temps, et elle ne pourra donc plus jouer avec Takumi. Takumi est un peu déçu, car il avait hâte de passer du temps avec Maple pour une fois, mais il a encore des choses à faire de toute façon, alors ça ne le dérange pas trop. Cela fait environ 1 mois que Takumi est arrivé dans ce village, et il a l'intention de se rendre à la ville, Su, pour étudier l'alchimie. Cependant, il ne peut se résoudre à dire au revoir à tous les villageois après avoir passé tant de temps avec eux. Takumi va rencontrer Boron à la forge pour qu'il puisse continuer son travail de forgeron, et en peu de temps, ils ont fabriqué une plaque de poitrine qui convient parfaitement à Takumi, ainsi que des bottes à bout d'acier. Boron lui dit que les bottes lui seront utiles s'il doit donner des coups de pied, mais Takumi n'a pas l'intention de se battre puisqu'il veut juste devenir alchimiste. Banga arrive à ce moment-là, et il est heureux de voir que l'armure de Takumi est enfin terminée, mais il va lui manquer une fois qu'il sera parti. Il sait que Takumi ne pourra pas rester éternellement ici s'il veut développer son activité de production. Il est donc logique qu'il se rende en ville, où il pourra vendre davantage de marchandises et s'approvisionner en matériaux de manière fiable. Un marchand de Bolton va venir au village dans quelques jours, et Banga s'est donc arrangé pour que Takumi l'accompagne sur le chemin du retour vers Bolton. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils savent que c'est pour le mieux, alors ils disent à Takumi de commencer à préparer ses affaires. Takumi les remercie pour leur aide et retourne chez lui pour préparer ses affaires, mais en chemin, il croise Martha qui transporte un seau de viande. Il lui demande ce qu'elle fait, et Martha lui explique qu'elle est en route pour jeter les entrailles d'un lapin cornu que Banga a attrapé.
Apparemment, les entrailles sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais elles doivent être traitées minutieusement pour éliminer toutes les maladies et les parasites. Le village n'a pas l'équipement nécessaire pour faire cela, alors elle doit jeter la viande pour que personne ne soit malade. Cependant, Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire puisqu'il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise la magie de purification pour que la viande dans le seau puisse être mangée en toute sécurité. Si Martha est reconnaissante, elle est tout aussi stupéfaite que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière. Elle lui dit qu'il ne devrait probablement pas révéler qu'il peut utiliser la magie de lumière lorsqu'il quittera le village, car il y a très peu de personnes dans ce monde qui en sont capables, et si les gens découvraient qu'il peut l'utiliser, cela attirerait beaucoup d'attention non désirée. Takumi prend note de son avertissement et promet d'être prudent avant de révéler son pouvoir, mais en attendant, tant qu'il est dans le village, il a l'intention d'utiliser chaque parcelle de son pouvoir pour améliorer leur vie. Il utilise la magie de la terre pour construire un mur de briques afin d'assurer la sécurité du village, et pour plus de commodité, il leur construit une pompe à eau ainsi que quelques autres équipements. Lorsqu'il a terminé, cet endroit ressemble à un tout nouveau village, si bien que lorsque le marchand arrive, c'est à peine s'il le reconnaît. Banga vient saluer Papek, et après avoir conclu un accord commercial, Takumi s'approche pour qu'il puisse commencer à partir. Papek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Banga, alors il se présente, et tout le monde demande si Takumi a préparé toutes ses affaires. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a une chose qu'il veut leur donner. Il sort une de ses potions de son sac et la donne à Banga. Il a déjà déposé une centaine de ses bouteilles chez Banga, alors en cas de catastrophe, il veut que Banga les utilise pour soigner ses blessures. Papek est sous le choc après avoir vu la potion que Takumi a préparée, il demande donc à la voir de plus près, et il s'agit bien d'une potion de haut niveau, bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte. Les autres villageois arrivent bientôt pour faire leurs adieux à Takumi, et Papek dit qu'il attendra qu'ils aient fini de faire leurs adieux avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Martha lui remet une tenue qu'elle et les autres femmes ont confectionnée pour lui avec la soie de Maple. Takumi est très reconnaissant de ce cadeau et remercie encore une fois tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la calèche et tous les villageois lui font un grand adieu, lui disant qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Alors que Papek et Takumi se dirigent vers Bolton, Papek mentionne que les habitants de ce village semblent vraiment l'aimer. Même les autres passagers de la calèche peuvent dire que Takumi était pratiquement de la famille pour eux, et un tel adieu touche vraiment la corde sensible de Hit. Au fait, ces gars-là se dirigent aussi vers Bolton, alors le blond se présente comme Hit, le roux est Rai, et l'homme à l'air sombre là-bas s'appelle Bogart. Ils font tous partie d'un groupe de rancés appelé Croc de Lion, et ils sont actuellement les gardes du corps de Papek. Bien que cette région soit plutôt paisible, ils n'ont pas grand-chose à faire. Rai remarque que Takumi tient fermement son sac, alors il lui demande si quelque chose de précieux se trouve à l'intérieur, et Takumi répond en disant que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur. Le groupe n'arrive pas à croire que Takumi a réussi à apprivoiser une araignée tueuse, alors Rai demande à la voir, mais elle est vraiment effrayante, alors Maple finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser abondamment pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a pas de raison de s'excuser puisque Rai l'a mérité. En fait, Hit ne serait pas surpris que la rencontre de Maple avec Rai lui fasse désormais craindre tous les humains, mais cela ne semble pas être le cas puisqu'elle semble s'être prise d'affection pour Bogart. Alors que tout le monde commence à s'extasier devant Maple, Papek appelle Takumi à l'avant car il veut parler de la potion qu'il a vu Takumi tenir tout à l'heure. Il demande s'il y en a encore en stock car, si c'est le cas, il aimerait bien en acheter. Takumi ne voit pas d'inconvénient à vendre les potions à Papek, mais tout à coup, le cheval s'arrête et on dirait qu'il y a des problèmes. Une horde de gobelins encercle la calèche pour l'attaquer, ce qui est une très mauvaise nouvelle, mais les autres semblent plutôt excités car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Alors ils disent à Takumi et Papek de s'asseoir et de les laisser faire tout le travail pendant qu'ils sortent sur le terrain. Il y a environ 20 gobelins, ils sont donc confiants et commencent à se battre. Rai les abat avec son arc, tandis que Bogart et Hit attaquent les autres avec leurs masses et leurs haches. Il ne leur faut pas longtemps pour éliminer tous les gobelins, et une fois qu'ils ont terminé, ils se mettent au travail en disséquant les gobelins afin de récupérer les pierres magiques. D'après ce que Maple a vu jusqu'à présent, elle aime beaucoup Bogart, elle déteste Rai, elle ne s'intéresse pas vraiment à Hit. Peu après, tout le monde remonte dans le carrosse et le voyage se poursuit pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Bolton. Une fois entrés dans la ville, les membres de Croc-Lion se rendent à la guilde des aventuriers pour rapporter le succès de leur mission de garde du corps, et Takumi les suit car il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans cette ville. Il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici, alors il va devoir devenir un aventurier à la place. Le réceptionniste, Hans, dit à Takumi qu'il peut simplement utiliser la carte de la guilde des aventuriers comme pièce d'identité, et que, tant qu'il accomplit une simple quête une fois par mois, elle n'expirera pas du tout.
Takumi finit par s'inscrire en tant qu'aventurier et présente Maple comme son animal de compagnie. Une fois tous les enregistrements terminés, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour négocier les potions. Il a en stock une centaine de 3 potions différentes, et toutes sont de très bonne qualité. Papek est donc prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de soin et d'endurance, et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait un rapide calcul dans sa tête et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens avec cette seule transaction. Il pense que c'est beaucoup trop d'argent, mais au contraire, Papek l'informe qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent s'il avait déjà une réputation de producteur. À ce propos, comme Takumi a l'intention de devenir producteur en ville, Papek lui recommande d'acheter une maison avec un atelier attenant pour des raisons de commodité, mais Takumi n'avait même pas pensé à l'endroit où il vivrait une fois arrivé ici. Papek décide de l'aider un peu et demande à son assistant, Thomas, de montrer à Takumi une bonne propriété à un prix abordable. Cependant, lorsque Takumi voit enfin la maison, elle ressemble davantage à un manoir, et il ne pense pas pouvoir se l'offrir. Thomas lui assure que le manoir est tout à fait abordable, et il peut garantir qu'il n'y a pas de fantôme ici, donc il n'aura pas à s'inquiéter à ce sujet. Takumi repère l'atelier relié à la maison, et il commence à envisager l'achat car cet endroit serait vraiment adapté à son travail, et il peut se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses potions à Papek. Après quelques délibérations, il décide finalement de payer pour le manoir et dit à Thomas qu'il le prend. Thomas est heureux de l'entendre et dit qu'il va commencer les démarches administratives immédiatement pour que Takumi puisse emménager demain s'il le souhaite, mais alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent une odeur nauséabonde dans l'air. Thomas voit bien que l'odeur dérange Takumi, alors il lui explique que cette odeur nauséabonde vient des égouts. Les riches ont des épurateurs magiques pour nettoyer leurs eaux usées, mais les égouts de la ville principale n'ont pas ce luxe. Les purificateurs magiques sont très rares, car on ne les trouve que dans les ruines et les donjons anciens, et ils sont donc trop chers pour être installés dans les égouts de la ville. Quelques prêtres sont périodiquement engagés pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification, mais les égouts sont encore sales la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison, et la première chose que Takumi veut faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il obtient un morceau de quartz et d'argile de l'entreprise de Papek, et après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu combinée à la magie de l'espace-temps pour le cuire rapidement. Après avoir fait cela pendant un certain temps, le mana de Takumi est complètement vidé, et il doit boire quelques potions de mana. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il réussit à terminer sa création, des toilettes modernes. À ce moment-là, il entend Papek crier dans le salon. Il sort donc pour voir ce qui se passe et trouve Papek enveloppé de la tête aux pieds dans la soie de Maple. Takumi demande à Maple pourquoi elle fait une telle chose, mais elle pense que Papek trouvera cela amusant. Pour sa défense, la sensation réconfortante de sa soie endort Papek, mais ce n'est pas une bonne chose, et Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple. Papek dit à Takumi que tout va bien, mais que le fait d'être scellé si soudainement l'a un peu effrayé, et qu'il a besoin d'utiliser les toilettes de Takumi rapidement. Cependant, dès qu'il entre, il ressort et commence à demander ce qu'est cette merveille de technologie. Takumi s'approche et lui explique qu'il s'agit de toilettes. Il l'a reliée à un dispositif de purification magique, de sorte qu'elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez fini de faire vos besoins. En gros, une fois que vous avez fait vos besoins, l'appareil utilise la magie de purification pour décomposer vos déchets en matériaux inorganiques, qui sont ensuite jetés dans les égouts. Pour Papek, le système est logique, mais la seule façon dont quelqu'un aurait pu fabriquer une telle chose serait qu'il soit doué pour la magie de la lumière. Takumi se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur puisque Martha l'a clairement mis en garde contre l'utilisation de sa magie lumineuse, alors il demande à Papek de garder le secret pour lui. Papek comprend que Takumi veuille garder ses capacités secrètes et promet de ne rien dire à personne. Cependant, il a absolument besoin de ses toilettes, alors il demande à Takumi s'il peut en fabriquer plusieurs pour lui. Takumi hésite à accepter car la fabrication d'une seule toilette représente beaucoup de travail, mais comme Papek insiste tellement, il accepte de le faire tant que Papek peut fournir les matières premières. Papek est très heureux d'entendre cela, mais il ne peut pas s'attendre à ce que Takumi fabrique toutes ses toilettes tout seul, alors il suggère que Takumi fasse un contrat d'esclave. Takumi est surpris par cette suggestion, car il ne voudrait jamais prendre un esclave, mais Papek fait remarquer que si Takumi essaie de garder ses capacités secrètes, il serait préférable de prendre un esclave pour l'aider dans son travail, car un esclave serait tenu au secret. Le fait d'être doué pour la magie de la lumière est très important, car cela signifie que vous avez été choisi par Dieu, et c'est pourquoi l'Église de la lumière divine s'en prendrait probablement à Takumi pour le forcer à travailler pour elle. Ils font beaucoup de profit en monopolisant la magie de purification, alors Papek doute qu'il soit heureux d'apprendre que les roturiers peuvent avoir accès à des purifications bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Mais Papek a déjà une idée de la façon de contourner l'Église, alors Takumi n'a pas besoin de s'en préoccuper pour l'instant.
Le plus important est de s'assurer que l'Église ne découvre pas sa magie lumineuse. C'est pourquoi la meilleure option serait de trouver un esclave, mais Takumi est strictement opposé à l'esclavage, alors il dit qu'il fera tout le travail tout seul. À ce moment-là, sa carte de guilde se met à briller, Takumi y jette un coup d'œil, et elle affiche un message disant qu'il doit accomplir une quête de vérification pour conserver son statut d'aventurier. Il semble donc qu'il n'aura pas le temps de faire les toilettes tout seul, alors il cède et accepte d'acheter un esclave. Papek emmène Takumi à la Muin Trading Company, car ce sont les marchands d'esclaves les plus respectueux de l'éthique. Papek part parler au propriétaire pour qu'il puisse faire une bonne affaire avec Takumi, et pendant ce temps, Takumi sort dans le jardin parce qu'il est joli. Il y trouve une belle fille elfe assise sur une terrasse, mais dès qu'elle voit Takumi, elle lui dit de s'en aller. Un peu plus tard, Papek présente Takumi à la propriétaire de la société de commerce d'esclaves, Mulan, et lui dit que Takumi est intéressé par l'achat d'un esclave. Bien qu'il mentionne que Takumi était vraiment réticent à l'idée d'acheter un esclave, Mulan lui demande s'il y a une raison particulière à cela, et Takumi explique que, dans son pays d'origine, la vente et l'achat d'êtres humains ont été abolis il y a longtemps, et qu'il n'est donc pas à l'aise avec l'idée de le faire ici. Mulan comprend les inquiétudes de Takumi, mais elle assure que, dans cette nation au moins, les droits et les privilèges des esclaves sont préservés dans une certaine mesure. En gros, cela fonctionne comme suit. Le propriétaire s'engage à respecter les droits fondamentaux de l'esclave, en lui fournissant de la nourriture, des vêtements et un abri, tandis que l'esclave s'engage à remplir ses devoirs. Les devoirs de l'esclave sont clairement définis dans le contrat, mais en plus de cela, le contrat interdit au maître et à l'esclave de se blesser l'un l'autre de manière mortelle. Takumi est ravi d'apprendre cela, car cela signifie que le contrat d'esclave est en quelque sorte un travail normal assorti de quelques règles. Mulan poursuit en expliquant qu'il existe plusieurs types de contrats d'esclaves. Dans le cas où une personne devient esclave à cause d'une dette, elle sera sous contrat jusqu'à ce qu'elle gagne assez d'argent pour rembourser cette dette. D'autres contrats sont plus permanents et sont généralement conclus par des criminels ou des personnes capturées lors d'une guerre, comme alternative à la mort. Cependant, la grande majorité des contrats d'esclavage sont conclus par des personnes qui ont été illégalement forcées par des bandits. Papek pense que l'esclave de guerre conviendrait le mieux à Takumi, car il ne peut être libéré sans la permission de son maître. Bien que Mulan puisse certainement faire en sorte que cela se produise, elle demande pourquoi il est nécessaire de s'assurer que l'esclave ne puisse jamais quitter Takumi. Papek commence à parler du talent de Takumi en matière de production et du fait qu'il ne veut pas que ses secrets soient volés, mais Mulan veut entendre la raison de la bouche de Takumi lui-même. Takumi explique qu'il est producteur et qu'il aimerait donc se concentrer sur son travail autant que possible, mais c'est un peu difficile à faire car il doit aussi remplir des quêtes de la guilde des aventuriers. Il vit actuellement dans un manoir, il aura donc besoin de quelqu'un pour l'aider à le gérer pendant qu'il travaille. En raison des compétences particulières qu'il possède, il aimerait s'assurer que son esclave ne puisse parler de lui à personne. De plus, comme il va accepter des quêtes de la guilde des aventuriers et récolter lui-même des ingrédients, il a besoin que son esclave soit un bon combattant, afin qu'il ne soit pas blessé lorsqu'il l'accompagne. Mulan comprend que Takumi n'a pas de mauvaises intentions, mais il est hors de question qu'elle le laisse forcer un seul esclave à faire à la fois le ménage et le combat, et elle ne travaillera donc avec lui que s'il accepte d'acheter 2 esclaves distincts. Cela dit, elle connaît quelqu'un qui ferait parfaitement l'affaire en tant que gouvernante de Takumi, et elle demande à Maria de venir dans la pièce. Maria a été forcée à l'esclavage lorsqu'elle était enfant et a été formée à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques et à l'entretien général de la maison, ce qui fait d'elle la personne idéale pour ce travail. Maria dit qu'elle peut s'occuper des tâches ménagères d'un manoir toute seule, et Takumi est heureux de l'entendre. Cependant, Maria voit bien qu'il est plongé dans ses pensées, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas. Takumi lui répond qu'il est juste un peu confus car il ne comprend pas pourquoi personne n'a encore acheté Maria, étant donné qu'elle est si mignonne et capable. Maria est embarrassée par le fait que Takumi la trouve mignonne, alors il s'excuse parce que c'était peut-être inapproprié. Maria se calme et dit à Takumi qu'elle ne peut faire que le travail de ménage décrit dans le contrat et rien d'autre. Takumi dit qu'il est d'accord puisqu'il ne veut qu'elle fasse le ménage, mais Maria veut qu'il soit bien clair qu'elle ne fera rien d'autre. Takumi ne comprend pas pourquoi elle en parle tant puisque Mulan a déjà expliqué comment fonctionnent ces contrats, mais Maria se met à dire qu'elle ne peut pas coucher avec Takumi. Takumi est lui aussi embarrassé, mais il assure à Maria qu'il ne la veut que comme gouvernante, pas comme gardienne du lit. Sur ce, Takumi demande à Maria si elle souhaite toujours conclure un contrat avec lui, et elle répond qu'elle serait heureuse de travailler avec lui. Maintenant que tout est réglé, Mulan dit qu'elle va commencer à travailler sur le contrat pour Maria. Mais pour ce qui est du serviteur de combat, elle dit qu'elle n'a malheureusement personne qui corresponde à la description. Maria entend Mulan dire cela et appelle BS parce qu'elle sait que Sophia est toujours là, mais Mulan n'apprécie pas qu'on l'appelle, alors elle dit à Maria de retourner dans sa chambre et de commencer à emballer ses affaires. Une fois Maria partie,
Takumi demande à Mulan si ce que Maria a dit est vrai, et Mulan admet qu'il y a une esclave de combat dans le bâtiment. Cependant, elle ne pense pas que Sofia conviendrait à Takumi car elle a beaucoup de problèmes. Mulan veut mettre fin à la discussion, mais Takumi est curieux au sujet de Sofia et demande à la voir. Mulan accepte à contre-cœur d'emmener Takumi rencontrer Sofia, et lorsqu'ils arrivent dans sa chambre, Sofia est surprise de voir que le visiteur est le garçon qu'elle a rencontré dans la cour plus tôt. Mulan informe Takumi de l'histoire de Sofia et lui explique qu'elle a été capturée comme esclave de guerre lors de la bataille entre le royaume de Triara et le royaume de Yugar, bien que tout cela se soit passé il y a plus de 50 ans. Takumi est choqué d'apprendre que Sofia a plus de 50 ans. Mulan poursuit en expliquant que le royaume de Yugar était une nation d'elfes et que les elfes vivent naturellement longtemps. Sofia n'a pu conclure de contrat avec personne parce qu'elle a une affreuse cicatrice sur les oreilles et que sa main droite et sa jambe gauche ne peuvent plus bouger. C'est déjà un obstacle à l'achat d'un esclave de combat, mais en plus, elle a perdu l'usage de la magie élémentaire pour laquelle les elfes sont les plus connus, et il est donc probable qu'elle soit victime d'une malédiction. Compte tenu de tous ces faits, Mulan ne pense pas que Sofia sera en mesure d'aider Takumi dans ses quêtes, mais Takumi veut le confirmer par lui-même, alors il demande à avoir une minute seule avec Sofia. Mulan décide de lui laisser le temps de lui parler, et une fois qu'ils sont tous les deux seuls, Takumi attrape le visage de Sofia et la regarde dans les yeux. Il n'est pas fan de l'utilisation de l'évaluation sur les gens sans permission, mais il a besoin de vérifier ce à quoi il a affaire. Il jette un coup d'œil à l'écran d'état de Sofia, et à sa grande surprise, il découvre que ses statistiques sont au plus haut. Ses blessures limitent ses capacités et une malédiction pèse sur elle, mais si Takumi peut réparer cela, elle sera la parfaite compagne de combat. Mulan revient bientôt dans la pièce et demande à Takumi s'il a déjà pris une décision, ce à quoi il répond qu'il veut emmener Sofia. Sofia n'arrive pas à croire qu'il la veuille et lui rappelle tous ses défauts, mais Takumi dit qu'il va tout arranger pour que ce ne soit plus un problème. Mulan pense que la confiance de Takumi est plutôt intéressante, et elle accepte donc de laisser Sofia aux bons soins de Takumi. Quelques minutes plus tard, Mulan finalise les termes du contrat, et la dernière étape consiste donc à l'exécuter. Elles se réunissent toutes les trois, et Mulan utilise la magie pour les lier aux termes du contrat. Une fois qu'elle a terminé, Maria et Sofia deviennent officiellement les esclaves de Takumi. Maria le remercie de l'avoir acheté et promet de travailler dur pour être à la hauteur de ses attentes, tout comme Sofia. Elles retournent toutes les trois chez Takumi et dès qu'il ouvre la porte, Maple sort en sautillant car elle est impatiente de le revoir. Maria et Sofia s'inquiètent pour la sécurité de Takumi et Sofia s'apprête à attaquer Maple, mais avant qu'elle ne le fasse, Takumi l'arrête et lui explique que Maple est en fait son araignée tueuse. Les deux femmes trouvent cela étrange, mais elles décident de faire comme si de rien n'était, et un peu plus tard, Takumi leur fait visiter l'une des chambres vides du manoir. Sofia et Maria l'aiment beaucoup, alors Takumi leur dit que Sofia peut prendre cette chambre et que Maria peut prendre la chambre d'à côté. Aucune d'entre elles ne peut croire que Takumi est prêt à leur donner leur propre chambre, mais ce n'est pas comme s'il utilisait les chambres de toute façon, alors ils pensent qu'il serait bien que quelqu'un en profite au moins. De plus, il y a aussi une grande salle de bain, alors il leur dit qu'une fois qu'ils auront déballé leurs affaires, ils pourront utiliser la salle de bain quand ils le voudront, et Maria est très excitée à ce sujet. Plus tard, Sofia et Maria entrent dans le bain, et Maria dit à quel point elle est contente que Takumi ait acheté Sofia aussi. Pour être honnête, elle pensait que Mulan n'allait jamais laisser partir Maria car, au cours des 50 dernières années, quel que soit le montant offert, Mulan a rejeté tous ceux qui proposaient d'acheter Sofia. Donc, pour qu'elle vende Sofia à Takumi, elle a dû voir quelque chose de bon en lui. Sofia admet que Takumi a l'air gentil, mais elle reste un peu sceptique car elle ne sait pas grand-chose de lui. Pendant que Mulan rédigeait les contrats de vente, Sofia a jeté un coup d'œil au dossier de Takumi, et la plupart de ses antécédents, comme sa ville natale ou sa lignée, ont été laissés en blanc, alors s'il garde ces informations secrètes, c'est qu'il doit cacher quelque chose. Après avoir pris leur bain, elles sortent et sont choquées de voir que Takumi a déjà préparé le dîner pour elles. Maria est d'autant plus dévastée que les tâches ménagères sont censées être les siennes, et que si Takumi s'occupe de tout lui-même, elle est aussi inutile qu'une toilette. Takumi explique qu'il essayait juste de rendre le premier jour de travail de Maria un peu plus facile, mais que si cela lui permet de se sentir mieux, il la laissera s'occuper du reste des tâches ménagères toute seule. Pour l'instant, il leur demande de s'asseoir pour qu'ils puissent dîner tous ensemble, mais Sofia hésite car les domestiques n'ont généralement pas l'occasion de manger à la même table que leur maître. Takumi comprend qu'elle puisse penser que son comportement est étrange pour un propriétaire d'esclaves, mais il ne veut pas qu'elle se bloque sur la tradition. En parlant de tradition, il n'aime pas vraiment le fait qu'il appelle toujours maître, alors il demande s'ils peuvent l'appeler par son nom à la place. Sofia demande si c'est un ordre formel, mais Takumi ne veut pas la forcer à l'appeler par son nom si elle ne se sent pas à l'aise. Maria, elle, ne semble pas gênée de l'appeler par son nom. Le lendemain, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour récupérer un colis qu'il a commandé,
et Papek dit qu'il a fait de son mieux pour l'emballer correctement, mais il veut quand même que Takumi soit prudent en le transportant à la maison. Sur le chemin du retour, Takumi remarque une église à proximité, alors il entre et s'agenouille pour prier Nolan. Il la remercie pour toutes les compétences qu'elle lui a données, car elles l'ont vraiment aidé, mais il y a quelque chose qu'il voulait lui demander. Depuis le temps qu'il vit dans ce monde, il a appris que le Saint-Empire de Sedonia contrôle la doctrine religieuse ici, alors il ne comprend pas pourquoi Nolan a tant de problèmes avec eux. À ce moment-là, Takumi entend la voix de Nolan et la voix devant lui, ce qui le fait paniquer un peu. Nolan lui explique qu'elle l'a entendu prier et qu'elle l'a donc amené ici pour qu'ils puissent discuter. Pour répondre à sa question de tout à l'heure, elle n'aime pas Sedonia parce qu'ils ne suivent pas sa volonté. Il existe 2 religions dans ce monde, l'Église de la création et l'Église de la lumière divine. L'Église de la création vénère Nolan depuis sa création, tandis que l'Église de la lumière divine n'en fait qu'à sa tête. L'Empire Sedonia a fini par entreprendre plusieurs croisades pour répandre sa religion par la force, mais pendant ce temps, Nolan a choisi de ne pas s'en mêler car elle ne voulait pas être impliquée dans les affaires mesquines des humains. Takumi lui fait remarquer que c'était une décision stupide puisque la seule raison pour laquelle Sedonia a pu activer le sort de convocation qui l'a amené ici, c'est parce que Nolan n'est pas intervenu avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, ça sonne mal quand il le dit comme ça, mais elle lui a donné toutes ses bénédictions pour rattraper son erreur. Il y a cependant une chose qu'elle doit lui dire. La plupart de ses bénédictions resteront avec lui pour toujours, mais il y en a une qui s'effacera, et c'est la chance exceptionnelle qu'il a eue récemment. Elle lui a donné un cours d'initiation en lui permettant de rencontrer des gens si gentils et si serviables, mais il finira bientôt par rencontrer des gens aux intentions sinistres, de sorte qu'à partir de maintenant, les résultats de ses actions dépendent entièrement de lui. Un peu plus tard, Takumi rentre chez lui, mais dès qu'il franchit la porte, il trébuche sur Maple, qui est très excitée de le voir. Sophia et Maria viennent le voir, mais lorsque Sophia essaie de l'aider à prendre le paquet que Takumi a apporté, il le range rapidement dans sa boîte à objets pour l'empêcher de le toucher. Il se lève ensuite et dit qu'il va travailler dans son atelier et qu'elle ne devrait pas le déranger pendant un moment. Cependant, Sophia est incroyablement méfiante car le paquet était emballé avec du papier magique de haute qualité. Il devait donc s'agir de quelque chose de dangereux. Elle suit Takumi dans son atelier pour voir ce qu'il fait et est horrifiée de le voir tremper un couteau dans du poison et se couper avec. Il se guérit immédiatement après, mais il faut admettre qu'il a l'air fou en faisant cela. Dès qu'il mentionne au hasard le nom de Maria, Sophia pense qu'il a l'intention de lui faire quelque chose et l'attaque, ou du moins elle essaie, mais elle s'effondre d'épuisement presque immédiatement, tombant sur Takumi. Takumi vérifie son état pour savoir ce qui ne va pas et découvre qu'elle souffre d'un épuisement extrême, probablement dû à sa malédiction. Une blessure comme celle-ci ne serait normalement pas difficile à guérir, mais à cause de la malédiction, il faut beaucoup d'efforts à Takumi pour finalement guérir sa main, et une fois qu'il l'a fait, sa magie de lumière augmente. Il porte ensuite Sophia jusqu'à sa chambre, et comme sa magie de lumière a augmenté, il a maintenant assez de puissance pour dissiper sa malédiction, alors il y met toute sa magie, et finalement, il est capable de guérir complètement Sophia et de lever sa malédiction. Elle est toujours inconsciente à cause de l'épuisement, mais elle devrait aller mieux une fois qu'elle se sera reposée. Quelques heures plus tard, Sophia se réveille, et lorsqu'elle voit Maria, elle l'avertit de courir car, d'après ce qu'elle a vu, elle est sûre que Takumi est un fou absolu. Maria ne sait pas de quoi Sophia parle, mais elle est sûre que Takumi est plus que jamais une bonne personne. Maria brandit un miroir pour montrer à Sophia ce que Takumi a fait pour elle, et Sophia est choquée de réaliser que son corps a été guéri et que sa magie est revenue. Elle sort pour en parler à Takumi, qui lui confirme qu'il s'est bien débarrassé de sa malédiction. Il lui a fallu beaucoup de peine et de travail pour améliorer ses compétences, mais il lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter puisqu'il a déjà promis de la guérir. Sophia réalise qu'elle s'est complètement trompée sur Takumi, alors elle s'agenouille et promet de servir Takumi pour le reste de sa vie pour la gentillesse qu'il lui a montrée. Le lendemain matin, Takumi se rend à la bibliothèque pour essayer de trouver des informations sur l'alchimie, mais il s'avère que la bibliothèque ne possède que 4 livres sur l'alchimie. Takumi est confus et se demande pourquoi l'alchimie n'est pas plus populaire alors qu'elle est si simple à comprendre, mais en réalité, elle n'est pas facile du tout. Tous les textes d'alchimie disponibles sont écrits dans l'ancienne langue de ce monde, et la seule raison pour laquelle Takumi peut comprendre ce qui est écrit ici est que Nolan lui a donné une bénédiction qui lui permet de comprendre toutes les langues de ce monde. Plus tard dans la journée, Takumi, Maria et Sophia terminent la fabrication de plusieurs toilettes, et bien qu'il reste encore beaucoup à faire, ils progressent bien, si bien que Takumi pense qu'il devrait pouvoir faire une pause dans la fabrication de toilettes pendant un moment. Puisqu'il ne fabriquera plus de toilettes pour le moment, Maria demande à Takumi ce qu'il a l'intention de faire, et Takumi répond qu'il a l'intention de partir en voyage dans un avenir proche. Plus précisément, il veut essayer de trouver de nouveaux ingrédients d'alchimie, et tant qu'à faire, voir les sites uniques que ce monde a à offrir et peut-être explorer quelques ruines en chemin. Il a déjà prévu d'emmener Sophia avec lui en tant que garde du corps,
il va donc devoir demander à Maria de rester sur place et de s'occuper de la maison pendant son absence. Mais Maria n'aime pas cette idée. Elle demande à Takumi si elle peut l'accompagner dans son voyage, mais il ne pense pas que ce soit une bonne idée car le voyage sera dangereux. De plus, il a engagé Maria parce qu'il avait besoin d'une femme de ménage pour s'occuper du manoir, ce qui irait à l'encontre du but recherché s'il l'emmenait avec lui. Maria comprend le point de vue de Takumi, mais rester seule dans le manoir la ferait se sentir terriblement seule, alors elle supplie Takumi de reconsidérer sa décision. Takumi se sent mal à l'idée de laisser Maria toute seule, mais avant de prendre une décision, il doit vérifier quelque chose. Il saisit le visage de Maria et utilise l'évaluation pour vérifier ses statistiques, et de façon inattendue, Maria est plutôt bien foutue. Ne vous méprenez pas, elle n'est pas surpuissante, mais elle pourrait certainement se débrouiller dans un combat, alors Takumi accepte de l'emmener avec lui pour le voyage, tant qu'elle est sûre qu'elle peut le supporter. Sofia dit qu'elle est prête à apprendre à Maria à utiliser la magie et à se battre pour s'assurer qu'elle est prête à faire face à toute menace possible. Et Takumi aime l'idée, alors il demande à Sofia de l'entraîner ainsi que Maria. Depuis qu'ils ont décidé que Maria se joindrait à l'expédition, Takumi pense qu'il est temps de commencer à fabriquer de l'équipement pour tout le monde, et pour commencer, il demande à Sofia quel type d'arme elle voudrait. Sofia n'hésite pas et commence à énumérer tout un arsenal d'armes qu'elle aimerait, mais c'est normal puisqu'elle est une guerrière expérimentée. Maria, en revanche, ne connaît pas grand-chose aux armes, mais elle a reçu une petite formation à l'épée courte, et elle dit à Takumi qu'un ensemble de couteaux de combat lui conviendrait parfaitement. Cependant, Sofia fait remarquer que le fait de n'avoir que des couteaux de combat désavantagera Maria en ce qui concerne la portée, et qu'elle devrait donc se procurer une lance également. Maria ne sait pas comment se servir d'une lance, alors Sofia lui propose de l'entraîner rapidement pour lui montrer les bases, et pendant ce temps, Takumi commence à travailler sur les armes. Il ne lui faut pas longtemps pour finir de fabriquer toutes les lames, mais cela lui prend beaucoup de mana, et il doit boire une potion de mana pour récupérer avant de pouvoir continuer. Pour terminer, Takumi lance des enchantements d'attaque et d'auto-réparation sur les lames afin de ne pas avoir à les entretenir aussi souvent, et une fois que c'est fait, les lames sont enfin terminées. Il va maintenant s'occuper des poignets, mais comme Maria a demandé des couteaux de combat, elle aura besoin d'un fourreau. Même si Takumi est un gentleman, il reste un homme de culture, et imaginer les cuisses épaisses de Maria avec des couteaux dessus le fait presque s'évanouir. La prochaine chose qu'il doit faire est l'armure pour les filles, mais plutôt que de simplement leur demander de le laisser mesurer leur taille, Takumi a une bien meilleure idée. Il ouvre sa boîte d'objets et en sort 2 poupées grandeur nature de Maria et Sofia qu'il avait déjà fabriquées avec sa compétence d'évaluation, mais ne lui demandez pas pourquoi il les a faites. En ce qui concerne l'armure elle-même, Takumi prévoit de la fabriquer en utilisant de la soie d'érable et une partie de la peau qu'il a obtenue du sanglier blindé. Pour ce qui est de la conception, il n'a jamais eu l'occasion de fabriquer une armure pour d'autres personnes auparavant, alors il décide de laisser libre cours à son imagination et d'essayer toutes ses fantaisies en matière d'habillement avec ses poupées. Après plusieurs jours et plusieurs refontes, Takumi donne enfin l'armure à Maria et Sofia, et elle leur va à ravir. Il leur demande si elles l'aiment, elles sont toutes les deux surprises de voir à quel point elle leur va bien que Takumi ne leur ait jamais demandé leur mensuration. C'est presque comme s'il avait des doubles d'ailes sur lesquelles il aurait pu tester les tenues, mais ce serait fou, non ? Takumi change de sujet avant qu'ils ne commencent à se méfier et leur demande ce qu'ils pensent des armes qu'il a fabriquées pour eux. Sofia sort l'épée que Takumi a fabriquée pour elle et dit qu'elle est parfaite. Il en va de même pour Maria qui teste ses couteaux de combat, et elle est reconnaissante de l'équipement qu'il lui a fabriqué. Il y a encore une chose que Takumi a faite pour elles deux, alors il sort des anneaux et leur dit qu'il devrait les aider à lancer leur magie. Sofia et Maria acceptent les anneaux, mais elles se sentent mal d'avoir dérangé Takumi à ce point, car de tels anneaux consomment forcément une tonne de mana. Takumi admet que c'était épuisant, mais cela l'a aidé à améliorer ses magies de glace et de foudre, donc cela en valait la peine. Après avoir testé tout l'équipement, ils se rendent tous les trois à la guilde, car Takumi doit inscrire Maria et Sofia à la guilde pour qu'elles puissent également s'inscrire en tant qu'aventurières. Comme c'est leur première fois à la guilde, Maria et Sofia obtiennent le rang H. Pendant que Takumi est là, Hans lui rappelle qu'il doit accomplir au moins une quête pour conserver son statut d'aventurier. Takumi se rend sur le tableau des novices pour voir s'il y a de bonnes quêtes qu'il peut choisir. Il espère choisir une quête de rang H ou G pour ne pas avoir trop de travail, mais Sofia pense qu'il ferait mieux de choisir l'une des quêtes les plus difficiles, car cela l'aiderait à augmenter son rang. Deux salauds entendent que Takumi est de rang H et pensent pouvoir l'intimider pour qu'il s'enfuit afin de pouvoir s'amuser avec Sofia et Maria. Ils disent à Takumi qu'ils sont tous de rang D, qu'il n'a aucune chance de les gérer tous en même temps, et qu'ils n'ont aucun problème à tabasser un gars au hasard pour s'amuser. Maria est sur le point d'intervenir et de faire entendre raison à ces idiots, mais Takumi l'arrête et dit qu'il va s'en occuper lui-même. Il est absolument terrifié, mais ces gars ne lui ont pas seulement manqué de respect, ils ont manqué de respect à ses amis, alors il ne peut pas reculer. Les gars de rang D sont offensés qu'un novice de rang H, comme Takumi pense qu'il a une chance contre eux.
Le gars à la bedaine tente de le frapper de toutes ses forces, et Takumi se laisse faire. Mais le seul à être blessé est le type de Randé, qui s'est cassé la main avec cette petite cascade. Soudain, le maître de la guilde, Barak, arrive et exige de savoir ce qui s'est passé, car les combats sont interdits dans la guilde. Au début, il pense que Takumi est responsable de tout ce remue-ménage puisqu'il est complètement indemne et que l'autre gars a un bras cassé, mais Maria lui dit que Takumi n'a rien fait de mal. Hans soutient également leur histoire, explique au maître de la guilde que Takumi n'a fait que recevoir un coup de poing au visage. Le maître de la guilde veut toujours faire toute la lumière sur cette affaire, alors pour l'instant, il demande à quelqu'un d'éloigner l'homme à la bedaine et dit à Takumi et à son groupe de venir avec lui car il a quelques questions à leur poser. Il pense que Takumi n'a fait que se défendre, mais il ne comprend pas comment il l'a fait et aimerait avoir une explication. Takumi est un peu mal à l'aise à l'idée de révéler des informations sur ses compétences personnelles, mais le maître de guilde l'assure que toutes ces informations resteront confidentielles. Dans ce cas, Takumi explique que lorsque le type lui a donné un coup de poing, il a ouvert sa boîte à objets et en a sorti un peu de charbon de bois, qu'il a ensuite utilisé pour s'enduire le haut du corps afin de se défendre. Pour être sûr de ne pas être blessé, il a synthétisé le charbon en diamant. C'est ainsi qu'il a pu briser le poing de ce type sans rien faire. Puisqu'on en parle, le maître de guilde pense que ce serait une bonne idée de promouvoir Takumi au Randé immédiatement. Il a clairement les compétences pour être de Randé, et si son rang est plus élevé, les idiots comme le dernier gars n'auront pas l'audace de s'en prendre à lui juste parce qu'il a de jolies femmes avec lui. Takumi ne pense pas qu'il serait juste qu'il obtienne une promotion automatique pour cette raison, alors Hans suggère que Takumi et les autres accomplissent quelques quêtes difficiles pour justifier leur promotion, et Sophia et Maria semblent penser que c'est une bonne idée, alors Takumi accepte aussi. La quête qui leur est assignée consiste à exterminer des gobelins et des kobolds et à récolter des herbes mûriles, et ils se rendent donc dans la forêt pour commencer. Maple joue le rôle d'éclaireur et prévient le groupe qu'il y a un groupe de 4 gobelins devant eux. Sophia prend l'initiative et se porte volontaire pour s'occuper des 2 premiers, elle s'élance et les abat d'un seul coup. Les 2 autres sont bloqués par la toile de Maple, et une fois qu'ils sont tombés au sol, Maria et Takumi les poignardent dans le cou. Takumi est content qu'ils se débrouillent si bien contre les monstres, mais cela dit, ils ont rencontré beaucoup trop de monstres ici. Ils ont déjà tué près de 100 gobelins et kobolds, alors Sophia pense qu'il doit y avoir un campement de monstres à proximité, et si c'est le cas, alors il y a probablement aussi un général gobelin. Un général gobelin est un monstre de rang C, ce qui signifie qu'il faudrait au moins 5 groupes de Randé pour le vaincre, mais avec la magie spirituelle de Sophia, la magie de terre de Maria et la magie élémentaire de Takumi, Sophia est sûre qu'il devrait pouvoir le vaincre. Takumi se sent encore un peu mal à l'aise à l'idée de relever un tel défi, mais puisque Maria et Sophia semblent si confiantes en leur force, il est prêt à accepter. Sans compter qu'ils ont toujours Maple de leur côté, mais tout à coup, Maple dit à Takumi qu'elle est sur le point d'évoluer, et qu'elle ne peut donc plus se battre. Takumi comprend et ouvre une dimension de poche pour qu'elle puisse s'y reposer. Mais, juste comme ça, Sophia et Maria ont beaucoup de questions. Comme quand diable Takumi a-t-il appris à créer des dimensions de poche ? Takumi répond que c'est normal et que ce n'est qu'une de ses compétences, mais surtout, comme Maple ne peut plus se battre avec eux, Takumi prévient les autres qu'ils n'auront pas autant de soutien qu'ils le pensaient au départ, mais Sophia pense toujours qu'ils peuvent y arriver. Ils arrivent bientôt au camp des gobelins, et après une petite reconnaissance, Sophia conclut qu'il y a environ 400 gobelins ici. Takumi lui demande s'ils doivent vraiment combattre tous ces gobelins, et normalement, il le ferait, mais la reconnaissance de Sophia a également révélé qu'il n'y a pas d'humains dans la région, donc ils sont libres de faire exploser cet endroit avec de la magie. Ils préparent tous les 3 leurs sorts d'attaque les plus puissants, et tous en même temps, ils déchaînent l'enfer sur le camp des gobelins. Quand ils ont fini, presque tous les gobelins ont été tués, et il ne reste plus que le général gobelin et quelques chevaliers gobelins. Sophia dit qu'elle s'occupera des chevaliers gobelins, alors Takumi reste pour s'occuper du général gobelin, et plutôt que de le combattre avec sa lance, il choisit de lui mettre le feu pour l'achever. Une fois qu'ils ont confirmé que tous les gobelins sont morts, ils rassemblent toutes les pierres magiques et retournent à la guilde, mais ils sont tous les 3 épuisés par tout ce travail. Hans a du mal à croire qu'ils ont réussi à accomplir leur quête et même à abattre un général gobelin en seulement une demi-journée. Il leur demande donc de venir dans la salle de réunion pour 1 minute, car le maître de la guilde veut les voir. Barak est à la fois stupéfait et furieux que Takumi fasse quelque chose d'aussi imprudent que d'affronter tout un camp de gobelins avec un seul groupe, mais alors qu'il s'apprête à réprimander Takumi, sa dimension de poche s'ouvre et Maple en sort. Elle s'est transformée en arachnide, et tout le monde est ravi de voir sa nouvelle forme. À ce moment-là, Barak décide de laisser tomber l'histoire de la bataille imprudente, car le groupe de Takumi n'est manifestement pas normal. De retour à la maison, Maria demande à Takumi s'il a du tissu de rechange car elle veut fabriquer des sous-vêtements pour elle et Sophia, mais Takumi a une bien meilleure idée de sous-vêtements et lui propose de le faire pour elle à la place. Juste à ce moment-là, Maple sort de la dimension de poche et dit à Takumi que Papek est ici pour le voir. Alors Takumi va le rencontrer et est informé que le seigneur de Bolton, Marcus Godwin, veut le rencontrer.
Takumi aimerait éviter de rencontrer Marcus Godwin, mais compte tenu de la situation, il n'a pas le choix. Takumi arrive plus tard au château de Godwin, et heureusement, Godwin semble être un homme raisonnable, puisque la première chose qu'il fait est de remercier Takumi d'avoir construit toutes ces toilettes, car cela a grandement amélioré la salubrité de la ville. Sans oublier que Takumi a détruit un campement de gobelins, qui aurait pu devenir un problème majeur s'il n'avait pas été contrôlé. Il reconnaît que Takumi est un atout pour la nation, et l'avertit qu'il devra être prudent, car Sidonie ne manquera pas de s'en prendre à lui un jour ou l'autre. Quelques jours plus tard, Takumi finit enfin de fabriquer les sous-vêtements pour Sophia et Maria, mais c'était beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, et il a l'air complètement épuisé. Sophia et Maria sont très reconnaissantes et lui disent qu'elles adorent le design, alors il leur demande distraitement si elles aimeraient essayer les sous-vêtements maintenant pour voir comment ils leur vont. Une seconde plus tard, il se rend compte qu'il vient de faire une allusion déplacée, alors il sort de la pièce en courant, embarrassé, et Maria et Sophia sont un peu déçues parce qu'elles étaient tout à fait prêtes à le faire s'il était resté. Après toute cette agitation, Takumi avait besoin de se rafraîchir, et il a donc décidé que son prochain projet serait de créer des réfrigérateurs. Une fois qu'il eut terminé, il expliqua aux filles que les réfrigérateurs serviraient à garder les aliments au froid pour qu'ils ne se gâtent pas, et elles étaient toutes excitées à l'idée de sentir l'air froid qui s'en échappait. Pour créer les réfrigérateurs, Takumi a synthétisé du fer, du chrome et du nickel pour en faire de l'acier inoxydable, puis il a ajouté un dispositif magique enchanté avec de la magie de refroidissement, mais malheureusement, son réfrigérateur ne pouvait pas fonctionner avec l'eau. Malgré tout, Maria remercia Takumi car elle pouvait désormais cuisiner avec des ingrédients frais quand elle le souhaitait. Takumi avait l'intention de donner l'un des réfrigérateurs à Maria, et les deux autres seraient envoyés à Papek pour qu'il puisse les vendre. Une fois que cela serait fait, Takumi prévoyait de passer à son prochain projet. Sophia lui a demandé s'il allait à nouveau fabriquer quelque chose de nouveau, mais en fait, Takumi pensait à faire quelques ajustements à leur équipement. Il y avait certaines choses qu'il voulait améliorer depuis leur combat contre tous ces gobelins, et comme ils allaient bientôt voyager, Takumi voulait que leur équipement soit aussi bon que possible, alors il aimerait faire un ensemble en mithril et en adamantite. Takumi s'est rendu à la guilde pour demander à Hans s'il y avait des forgerons dans les environs qui savaient travailler l'adamantite et le mithril, mais les métaux étaient vraiment rares, et il n'y avait donc pas beaucoup de gens qui correspondaient à cette description. Si Hans devait deviner, les seules personnes capables de s'en occuper étaient les nains de Namstel, mais c'était très loin, et Takumi ne pouvait donc pas s'y rendre. Takumi accepta le fait qu'il n'allait pas pouvoir trouver un forgeron convenable après tout, mais avant de partir, Hans lui parla d'une ville connue sous le nom de Hora près du royaume de Barkula, et si Takumi s'y rendait, il devrait pouvoir trouver du mithril et de l'adamantite. Cependant, il risquait d'avoir un peu de mal à y entrer, car seuls les membres de la guilde des forgerons étaient autorisés à pénétrer dans les mines. Heureusement, Hans connaissait un bon moyen de contourner les règles. Supposons, hypothétiquement, bien sûr, que Takumi accepte une quête pour exterminer les monstres qui apparaissent dans cette mine et hypothétiquement, qu'il tombe sur du mithril en chemin, rien ne l'empêcherait alors d'extraire les métaux. Sur ce, le maître de guilde est apparu de nulle part et a dit qu'il avait la quête parfaite pour Takumi. Il expliqua que la guilde était à court de bois de triante ces derniers temps, et que l'hiver approchait, et qu'ils avaient donc besoin de quelqu'un pour en ramasser. Les triantes se promenaient généralement dans les mines de Hora, et comme Takumi cherchait une excuse pour aller dans les mines de toute façon, le maître de guilde pensait qu'il serait d'accord pour faire un peu de ramassage de bois. De plus, puisque Takumi s'y rendait de toute façon, le maître de guilde voulait que lui et son groupe escortent quelqu'un, mais cela commençait à ressembler à beaucoup de travail. Takumi ne s'était jamais occupé d'une mission d'escorte auparavant, il demanda donc pourquoi les membres du Croc de Lion ne pouvaient pas le faire à la place. Le maître de guilde expliqua que les membres de Croc de Lion étaient actuellement en mission séparée, donc ils ne pouvaient pas le faire, et Takumi était la seule autre personne à qui il pouvait demander. Takumi accepta finalement de prendre en charge la mission d'escorte, mais il ne connaissait toujours pas bien la route vers Hora, alors il demanda à Hans combien de temps il faudrait pour y arriver. Hans lui répondit qu'il faudrait 7 jours s'il se déplaçait en calèche, mais seulement 4 jours s'il utilisait un cheval monstrueux, car ils sont 2 fois plus rapides que les chevaux normaux. Takumi pensait que le cheval monstre était une bonne idée, alors il demanda s'il pouvait en prendre un, mais malheureusement, Rei arriva pour leur dire que tous les chevaux monstres étaient déjà utilisés par Crolion. Hans était surpris de voir Rei revenir si tôt, mais Rei a dit que lui et son groupe n'avaient pas encore terminé leur quête. Il avait tué un buffle noir en chemin, et il était revenu pour le déposer avant qu'il ne devienne rance. Il devait repartir dans la matinée pour rejoindre le reste de Croc de Lion, mais comme Rei resterait en ville pour la nuit, Takumi lui proposa de rester chez lui et de prendre un bain. Rei était excité par la perspective d'un bain, alors il décida d'accepter l'offre de Takumi. Takumi était heureux de l'entendre, mais il devait aller quelque part après cela, alors il a dit que Rei pouvait simplement l'attendre chez lui, mais Rei a dit qu'il préférait accompagner Takumi. Dans ce cas,
Takumi laissa Rei l'accompagner à l'entreprise de Papek, et pendant que Takumi était là, il réussit à convaincre Papek de lui laisser emprunter 2 de ses chevaux monstres pour sa mission. En échange, Papek demanda à Takumi de lui vendre une partie des minerais qu'il avait obtenus à la mine de Hora. Par ailleurs, à propos du réfrigérateur qu'il avait apporté plus tôt, Papek l'a vraiment aimé, alors il a demandé à Takumi d'en faire d'autres pour lui une fois qu'il sera rentré de son voyage dans les mines. Pendant ce temps, au manoir de Takumi, Sophia commençait à s'inquiéter que quelque chose lui soit arrivé puisqu'il n'était pas encore rentré. Plus tard dans la soirée, Takumi rentrait chez lui avec Rei, et il s'excusait d'avoir entraîné Rei dans une si longue course, même s'il devait être fatigué de son voyage, mais Rei n'y voyait pas d'inconvénient, puisque c'était lui qui avait dit qu'il accompagnerait Takumi. Juste à ce moment, Rei sentit que quelqu'un les observait, Takumi et lui, avec beaucoup d'hostilité. Il savait déjà qu'il ne pourrait pas battre cette personne avec l'équipement qu'il avait sous la main, alors il attrapa la main de Takumi et commença à courir. Cependant, l'assaillant les rattrapa rapidement et donna un coup de pied au visage de Rei. Elle s'est alors révélée être Sophia, et elle était convaincue que Rei devait essayer de kidnapper Takumi, elle était donc prête à la battre sans poser de questions. Cependant, avant qu'elle ne puisse tuer Rei, Takumi s'est jeté devant lui et a dit à Sophia qu'elle se trompait sur la situation. Après avoir expliqué ce qui se passait, Sophia s'est agenouillée pour s'excuser sincèrement auprès de Rei d'avoir failli le tuer sans raison. Rei était d'accord, il a donc pardonné à Sophia, mais il avait beaucoup de questions à poser à Takumi après cela. Et la liste des questions ne fit que s'allonger lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison de Takumi et que Rei y trouva d'autres jolies filles. Il demanda à Takumi ce qui se passait, et Takumi expliqua qu'il avait besoin d'une bonne pour s'occuper de la maison et de quelqu'un pour le garder, alors il avait engagé Sophia et Maria. Et puis il y avait Maple, qui avait évolué à un moment donné. Rei était heureux de revoir Maple sous sa nouvelle forme, et Maple se souvenait de lui, mais elle n'aimait toujours pas Rei. Rei s'agenouilla en signe de défaite, car Bogar et Hit avaient déjà des femmes, et même Takumi avait 2 petites amies, alors qu'il était toujours célibataire. Takumi a corrigé Rei et lui a dit qu'il ne sortait ni avec Sophia ni avec Maria. Après avoir entendu cela, Rei a profité de l'occasion pour tirer son épingle du jeu et a demandé à Sophia si elle envisageait de sortir avec lui, mais elle a immédiatement refusé, tout comme Maria, et Rei s'est retrouvé une fois de plus en position de vaincu. Un peu plus tard, alors que Rei pleure dans le bain, Takumi parle à Maria et Sophia de la mission qu'il a acceptée pour aller extraire du mithril et de l'adamantite. Sophia pense que c'est une bonne idée puisque le bois de Triante est un matériau précieux, et tout le monde est d'accord, alors Takumi dit qu'ils partiront dans 3 jours. Le lendemain matin, Rei part rejoindre le reste de Croc de Lion, et une fois qu'il est parti, Takumi décide de commencer à travailler sur un nouvel équipement pour la chasse aux Triantes de son groupe. Il se procure une épée en carbure de tungstène drainant la magie, et c'est déjà une excellente arme, mais elle est trop grosse pour être utilisée telle qu'elle, c'est pourquoi Takumi prévoit de la démanteler. Il essaie d'utiliser sa compétence en alchimie, mais l'épée semble lui résister, ce qui lui demande beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Mais finalement, Takumi parvient à briser le métal et à en faire 2 lames distinctes. Les lames drainent le mana de tout adversaire qu'elles tranchent, et Takumi est satisfait du résultat, bien qu'il soit totalement vidé. 3 jours plus tard, Takumi et les autres rencontrent Papek pour récupérer le chariot qu'il a promis de leur donner, et l'homme que le maître de la guilde leur a demandé d'escorter attend déjà à l'intérieur. Takumi va donc lui parler, et l'homme se présente sous le nom de Gambo. Le groupe se met en route, mais en chemin, ils doivent s'arrêter dans un champ pour que Takumi et les autres puissent chasser leurs triantes. Alors qu'ils pénètrent dans la forêt, Sophia aperçoit un triante qui tente de se fondre dans les autres arbres à proximité, elle le signale à Takumi, qui s'élance pour l'éliminer. Le triante tente d'attaquer Takumi, mais Sophia et Maria le protègent, et il peut facilement l'abattre. Cependant, il ne s'agissait que d'un seul triante, et il leur reste encore une forêt entière à abattre. Cela prendrait trop de temps de tuer chaque triante individuellement, alors Sophia suggère qu'ils utilisent la magie, et cela semble fonctionner très bien. Cependant, ils sont bientôt confrontés à un ancien triante, et peu importe la quantité de magie qu'ils utilisent pour l'attaquer, il continue de se régénérer. La seule façon de l'achever est de couper son corps principal en une seule fois, alors Sophia dit à Takumi d'enduire son épée de feu et d'attaquer pendant qu'elle et Maria le couvrent. Ensemble, ils parviennent enfin à abattre le chef triante et à le récolter pour leur chasse aux triantes, ce qui leur permet de poursuivre leur voyage vers Hora. À leur arrivée à Hora, elles se rendent à la guilde des aventuriers locales, où Gambo leur indique une quête qui consiste à exterminer les monstres taupes dans les mines. Ces taupes se nourrissent de minerais, elles sont donc considérées comme une menace sérieuse, et s'ils acceptent cette mission, ils seront autorisés à entrer dans les mines. Un peu plus tard, le groupe se rend dans les mines, et ils ont beaucoup de chance car ils ne tardent pas à trouver du minerai de mithril et d'adamantite. Cependant, les minerais attirent des taupes monstrueuses du sol, et ils doivent donc être prêts à se battre.
Avant que la taupe ne fasse surface, Takumi réfléchit un instant et trouve une idée géniale. Dès que la taupe apparaît, il l'aveugle avec de la magie lumineuse, et elle s'effondre, ce qui permet de l'achever facilement. La méthode de Takumi permet d'éliminer facilement les taupes, mais Sophia et Maria sont un peu déçues car cela signifie qu'elles n'auront pas l'occasion de se battre. Comme le voyage dans les mines a été un succès, ils retournent tous à Bolton quelques jours plus tard. Takumi se rend à l'atelier de Gambo pour apprendre à travailler le mithril et l'adamantite. Gambo lui explique comment extraire le métal du minerai, et après beaucoup d'efforts, Takumi parvient à créer du mithril et de l'adamantite, qu'il commence à utiliser pour fabriquer toutes sortes d'objets imprégnés de magie. Une fois qu'il a terminé son nouvel équipement, il le donne à Maria et Sophia pour qu'elles le testent. Les filles sont stupéfaites de voir à quel point leur armure est légère et résistante, et même imprégnée de magie. Takumi explique qu'il a imprégné leur équipement de magie correspondant à leur élément préféré. Quant à son armure, il a imprégné de quelque chose appelé Thunderclap, qui est en fait une amélioration de l'agilité, ce qui permet à Takumi de se déplacer à une vitesse folle. Cependant, à la seconde où Takumi essaie de faire quelque chose de cool en montrant sa rapidité, l'univers refuse de le laisser faire, et il finit par s'écraser la tête la première contre un mur. Takumi leur montre les nouvelles armes qu'il a fabriquées ainsi que les enchantements qu'il y a placés. Sophia et Maria adorent leur nouvelle lance, mais Sophia a une requête à faire. Elle serait prête à sacrifier sa vie pour protéger Takumi, alors elle lui demande de lui fabriquer un bouclier pour qu'elle puisse le protéger plus efficacement. Takumi pense que c'est une bonne idée, mais il rappelle à Sophia qu'elle doit accorder autant d'importance à sa propre vie qu'à la sienne. Nolan a observé Takumi pendant tout ce temps, et elle est heureuse des progrès qu'il fait, car il aura certainement besoin de toute la force possible pour affronter les batailles à venir. Un an dans le futur, là où les autres héros ont été convoqués, nous voyons Akira et Yamato. Une fois leur entraînement terminé, ils sont envoyés en mission par le roi de Samandara, et je ne vais pas mentir, il a l'air plutôt maléfique maintenant. De retour à l'époque de Takumi, il vient de finir de travailler sur le bouclier demandé par Sophia. Bien que Sophia soit celle qui l'a demandé, elle se sent mal après avoir vu à quel point cela épuise Takumi, et elle aimerait qu'il ait un assistant qui puisse l'aider dans sa production. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le seigneur reçoit une lettre de Sidonie. Il semble qu'ils aient entendu parler des toilettes de Takumi et de la magie de purification qu'elles utilisent. Bien qu'ils ne sachent pas encore qui est Takumi, ils ont l'intention de prendre des mesures contre lui. L'action scénarisée implique l'envoi par l'Église d'un messager pour rencontrer le roi de Barcula. Après avoir appris l'existence des toilettes de magie de purification utilisées à Barcula, l'Église de la Lumière Divine a dénoncé, c'est-à-dire lancé un appel au pape de Sidonie. Ils ont ainsi obtenu du pape qu'il déclare que la magie de purification est un don de leur Dieu et qu'ils veulent être les seuls à pouvoir l'utiliser. Ils exigent donc du roi de Barcula qu'il leur remette le brevet du cercle magique de purification et qu'il leur dise qui est à l'origine de la création de ces appareils de purification. Le roi écoute les demandes de l'Église, mais comme il s'agit de demandes stupides, il choisit de les ignorer. Le messager de l'Église est choqué que le roi ose aller à l'encontre de l'Église, il menace donc d'ordonner à tous les prêtres de l'Église de Barcula de retourner immédiatement en Sidonie. Cependant, le roi n'est pas effrayé par cette menace, et en fait, l'encourage à le faire. Takumi finit par apprendre la décision du roi, et il est heureux que le roi ne l'ait pas vendu, mais il est aussi un peu inquiet que le roi rejette si durement l'Église de la Lumière Divine. L'Église de Sidonia est vouée à se retourner contre le royaume de Barcula, et Takumi détesterait qu'un conflit d'une telle ampleur se déclenche à cause de lui, mais Papek lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après tout, l'Église de la Lumière Divine n'est pas la seule religion qui existe dans ce monde. Il y a l'Église de la Lumière Divine et l'Église de la Création, mais même si l'influence de l'Église de la Lumière Divine est très étendue, il y a encore beaucoup d'adeptes de l'Église de la Création dans ce pays, donc l'Église de la Lumière Divine ne manquera pas à l'appel. De plus, les prêtres de l'Église de la Création administrent de la magie de guérison à tous ceux qui en ont besoin, alors que l'Église de la Lumière Divine demande des honoraires élevés pour toute magie sacrée. L'Église de la Lumière Divine est soutenue par Sidonia, donc Takumi devra probablement l'éviter à partir de maintenant, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Papek est venu voir Takumi aujourd'hui est qu'il a présenté les toilettes et le réfrigérateur de Takumi au roi il y a quelque temps, et le roi a été tellement impressionné qu'il a demandé à Papek d'emmener Takumi le rencontrer. Takumi est un peu réticent à l'idée de rencontrer quelqu'un d'aussi important que le roi, mais Papek lui assure que le roi ne lui ordonne pas de le faire, et qu'il a donc le droit de refuser s'il le souhaite. Mais Papek tient vraiment à ce qu'il accepte, car cela améliorerait les relations de son entreprise avec la capitale royale. Takumi finit par accepter la réunion, et plus tard dans la soirée, il en parle à Sophia et Maria et leur demande si elles seraient prêtes à l'accompagner à la capitale royale Bolton. Toutes deux répondent qu'elles seraient ravies d'accompagner Takumi, qui leur propose donc de partir dans une semaine. Mais d'ici là, il y a beaucoup de choses à préparer.
Un voyage vers la capitale royale prendra environ 7 jours, Maria devra donc préparer beaucoup de nourriture à l'avance, et pendant ce temps, Takumi dit qu'il va travailler sur de nouvelles capes pour Maria et Sofia. Papek lui a donné des pierres magiques de l'élément sombre, et s'il les utilise pour fabriquer les manteaux, il pourra les enchanter avec un sort de blocage de la perception. Un tel sort serait très utile au combat, mais la principale raison pour laquelle Takumi veut le fabriquer est que Sofia et Maria ne seront pas harcelées lorsqu'elles arriveront à la capitale royale. Plus tard, Sofia et Maria sortent faire quelques courses, et pendant qu'elles choisissent des fruits, Maria se plaint que Takumi n'a pas assez confiance en lui. Sofia est d'accord et souligne que Takumi est beau, qu'il a un talent incroyable pour l'alchimie et qu'il a un don incroyable pour l'invention. Elle continue à énumérer toutes les qualités de Takumi, mais Maria remarque l'enthousiasme de Sofia lorsqu'elle parle de Takumi, et elle a l'impression que Sofia est peut-être amoureuse de lui. Sofia nie avoir de telles pensées impures et dit qu'elle n'aime Takumi que comme son maître, mais Maria sait qu'il y a une histoire d'amour quelque part. Pendant ce temps, Takumi est de retour à l'église de la ville et s'agenouille devant la statue de Nolan pour la prier. Très vite, la lumière commence à briller sur Takumi et il se retrouve dans le domaine de Nolan, qui l'accueille chaleureusement. Cela fait un moment qu'elle n'a pas vu Takumi, et elle a entendu parler de son invitation à la capitale royale, alors s'il est ici pour prier pour un bon voyage, il aurait dû apporter une offrande pour elle. Takumi lui dit qu'il est juste là, parce qu'il a quelques questions à lui poser. La déesse que l'église de la lumière divine vénère s'appelle Anat, alors il demande d'abord à Nolan s'il y a vraiment une autre déesse à part elle. Nolan affirme qu'elle est la seule vraie déesse ici, mais si c'est le cas, Takumi demande alors ce qu'Anat est censée être. Nolan ne veut pas en dire trop, elle dit donc que Takumi le découvrira le moment venu. Pendant qu'il est là, Takumi demande aussi à Nolan si elle sait ce que sont devenus les autres héros qui ont été convoqués avec lui. Cela fait 10 mois que Takumi est arrivé ici, et normalement, quelque chose comme l'invocation de héros d'un autre monde devrait provoquer une énorme commotion, mais Takumi n'a entendu personne en parler. Nolan avoue que lorsqu'elle a convoqué Takumi, elle a un peu trafiqué le temps pour l'envoyer un an dans le passé, ce qui fait que les héros n'ont pas encore été convoqués. Il faudra encore quelques mois avant que les héros ne soient convoqués, mais Takumi ne comprend pas pourquoi elle s'est donné tant de mal pour l'envoyer dans le passé, alors il demande une explication. Malheureusement, Nolan lui dit que son temps est écoulé et qu'elle ne répondra plus à ses questions pour le moment. Elle lui demande également de lui apporter des bonbons en guise d'offrande la prochaine fois qu'il lui rendra visite. Takumi tente de lui dire qu'il a d'autres questions à poser, mais Nolan lui assène un coup de tête qui le renvoie dans le monde des mortels. Takumi se réveille plus tard sur le sol de l'église, et il a l'impression que Nolan évitait ses questions sur les autres héros, mais il n'a pas l'intention de s'impliquer avec eux en premier lieu, donc cela n'a pas d'importance. Il rentre ensuite chez lui pour terminer les nouveaux manteaux qu'il voulait faire pour les filles, et une fois qu'il a terminé, il les leur donne. Maria et Sofia adorent les modèles, et Takumi est heureux de l'apprendre, mais il y a autre chose sur laquelle il veut travailler avant leur voyage. Il les conduit toutes les deux dans son atelier et leur montre qu'il a l'intention de se fabriquer un carrosse. Comme ils ont beaucoup voyagé ces derniers temps, il pense qu'il serait plus efficace de leur fabriquer une voiture confortable plutôt que de devoir en emprunter une à chaque fois. Cependant, même s'il peut fabriquer son propre carrosse, il n'a toujours pas de cheval, il va donc devoir en emprunter un à la guilde. Maria lui dit que ce n'est pas nécessaire puisqu'ils peuvent simplement en obtenir un. La forêt de la mort à l'extérieur de Bolton contient une tonne de monstres, et s'ils cherchent assez longtemps, ils trouveront probablement un cheval licorne ou drake, qui sera bien plus rapide qu'un cheval monstre ordinaire. Maria semble très enthousiaste à l'idée d'aller attraper un cheval, mais Takumi ne peut s'empêcher d'être un peu nerveux. Ils finissent par partir à la recherche d'un cheval, et alors qu'ils se dirigent vers la forêt, Takumi demande à Sofia si les chevaux de trait sont beaucoup plus rapides que les chevaux de monstres qu'ils obtiennent de la guilde. Elle le confirme et lui dit qu'un cheval de trait possède une vitesse, une endurance et une durabilité qui dépassent de loin celle d'un cheval de monstre ordinaire. Les chevaux de trait ont à peu près la même apparence que les chevaux normaux, mais ils ont une énorme corne de rhinocéros et des écailles de dragon le long de leur corps, de sorte qu'ils devraient être assez faciles à repérer s'ils en rencontrent un. À ce moment-là, Maple les appelle tous les trois et leur dit de se dépêcher pour trouver un cheval. Maple est clairement très motivée, mais c'est juste parce qu'elle est excitée à l'idée d'avoir un nouvel ami une fois que Takumi aura formé un contrat familier avec un cheval. Cependant, avant que les autres ne puissent rattraper Maple, Sofia sent qu'un monstre se trouve à proximité. Elle prépare donc son épée, mais alors qu'un loup des buissons sort des buissons, il passe à côté d'eux au lieu d'attaquer. Takumi affirme fièrement que le loup ne les a pas vus grâce à leur cape anti-perception, mais Sofia est certes impressionnée par l'efficacité de la cape, mais elle pense que ce serait une bonne idée de l'enlever pour qu'ils puissent vraiment combattre des monstres. Quelques instants après avoir enlevé la cape, Sofia parvient à tuer un sanglier d'un seul coup. Maria pense que c'est une bonne chose, car elle peut préparer la viande de sanglier qu'ils utiliseront pendant leur voyage.
Maple s'impatiente et demande à tout le monde de se dépêcher, mais Takumi remarque alors un arbre mort sur le sol, et il aurait bien besoin de ce bois puisqu'il est en train de fabriquer un chariot, alors Sophia et lui se préparent à le couper. Maria est occupée avec la viande et Takumi est occupé avec l'arbre, alors Maple renonce à les attendre et décide de partir seule à la recherche d'un cheval. Alors qu'elle se ferait un chemin dans la forêt, Maple remarque qu'il y a une tonne d'arbres morts dans la région, et elle se demande ce qui a bien pu faire une chose pareille. Alors qu'elle s'enfonce dans la forêt, elle tombe sur un drake allongé sur le sol, qui semble en mauvais état. Maple s'approche de lui et lui demande s'il est blessé. Le drake lance immédiatement un éclair sur Maple, alors elle recule, mais elle peut voir qu'il est juste effrayé parce qu'il est blessé, et elle comprend ce sentiment puisque c'est la même chose qu'elle a ressenti avant que Takumi ne la trouve. Elle dit au drake qu'il n'a pas à s'inquiéter, car son maître est une personne très gentille, et qui le soignera dès son arrivée. Il ne leur reste plus qu'à attendre un peu, mais il semble qu'ils ne pourront pas attendre en paix, car 2 monstres termites apparaissent soudainement, et ils n'ont pas l'air amicaux. Maple se rend compte que ce sont les termites qui ont blessé le drake, alors elle utilise ses toiles pour les capturer et jette leur corps devant le drake pour qu'il soit électrocuté, mais il y a beaucoup plus de termites, alors il risque d'avoir des ennuis. Pour se protéger, elle et le drake, Maple tisse une barrière avec sa soie, mais si cela lui a permis de gagner du temps, les termites vont finir par se frayer un chemin à travers elle. Maple tente d'appeler Takumi à l'aide, mais lorsqu'elle essaie d'établir une connexion avec lui, il ne répond pas du tout. Elle commence à s'inquiéter qu'il ait été tellement excité par le bois qu'il a trouvé qu'il a oublié. Le désespoir s'installe lorsque les termites finissent par percer sa barrière. Maple ferme alors les yeux et attend la mort. Cependant, lorsqu'elle rouvre les yeux, elle découvre Takumi qui se tient au-dessus d'elle et qui est si heureux qu'elle aille bien. Maple lui saute dans les bras de soulagement, et il est en fait venu la sauver parce qu'elle était si inquiète qu'il n'ait pas répondu à son appel. Alors Takumi explique que la cause est probablement la barrière qu'elle a mise en place. Elle était bien faite pour bloquer les attaques, mais les couches entrelacées bloquent également tous les signaux de mana, de sorte que son appel n'a pas pu l'atteindre. Mais dès que Takumi se rend compte qu'il a perdu le signal de Maple, il se précipite vers son dernier emplacement connu. Il remarque alors le drake derrière Maple, et Maple lui demande de le sauver, alors il étend sa main et essaie d'utiliser la magie de guérison sur lui. Cependant, le drake le repousse car il ne fait pas confiance à Takumi. Sophia dit à Takumi qu'ils doivent partir rapidement car il pourrait y avoir d'autres termites dans la région, mais que s'il laisse le drake seul, il mourra. Takumi décide donc de le mettre dans sa dimension de poche avec Maple jusqu'à ce qu'il rentre chez eux. Sophia l'avertit qu'il ne peut pas mettre une bête d'un tel niveau dans sa dimension de poche sans avoir conclu un contrat au préalable, car cela mettra son corps à rude épreuve, mais Takumi pense qu'il s'en sortira. En fait, Takumi ne s'en sort pas. Il s'est évanoui presque immédiatement après avoir mis le drake dans sa dimension de poche, et même après que les filles l'aient ramené à la maison, il ne s'est toujours pas réveillé au cours des 12 dernières heures. Le fait que le drake soit toujours dans sa dimension de poche signifie que le mana de Takumi va continuer à s'épuiser jusqu'à ce qu'il finisse par dépérir, et il ne peut pas ouvrir la barrière pour laisser sortir le drake parce qu'il est inconscient. Sophia contacte donc Maple et lui demande d'ouvrir la dimension de poche de l'intérieur. Maple dit qu'elle peut le faire, mais que le drake sera effrayé s'il apparaît soudainement en territoire inconnu, alors elle dit qu'elle installera une tente dans le jardin pour le calmer. Une fois le drake sorti de la dimension de poche, Takumi devrait pouvoir se rétablir. En attendant, Maria part acheter du matériel médical pour le soigner et demande à Sophia de rester auprès de Takumi pour qu'il ait quelqu'un à ses côtés lorsqu'il se réveillera. Plus tard dans la nuit, Takumi se réveille enfin de son coma et se rend à l'extérieur pour voir le drake. Maple a parlé au drake de Takumi pendant qu'ils attendaient qu'il se rétablisse, et après s'être présenté, Takumi lui demande s'il serait prêt à former un contrat avec lui. Le drake fait confiance à Maple, et comme Maple se porte garant de Takumi, il accepte le contrat. Maintenant que Takumi a apprivoisé le drake, il peut enfin utiliser la magie sur lui sans avoir à s'inquiéter du contre-coup, alors il lance immédiatement un soin élevé sur le drake pour guérir toutes ses blessures. Dans l'instant qui suit, le drake est capable de se tenir debout tout seul et à retrouver toute sa force, mais maintenant qu'elle est officiellement l'un des familiers de Takumi, il doit lui trouver un nom. Comme il a donné à Maple le nom d'une feuille, il décide de garder le thème et nomme le drake Camélia, d'après l'arbre qui conserve ses feuilles toute l'année. Maple est heureuse que Camélia aille mieux, et comme tout est réglé, Maria invite tout le monde à dîner à l'intérieur car elle a préparé beaucoup de plats savoureux, et Takumi n'a pas mangé depuis une journée entière parce qu'il était inconscient. Dans la société de commerce d'esclaves Palom, Reva, une jeune fille bestiale, rencontre un maître potentiel. Bien que le client soit impressionné par son aptitude à la magie, il demande à Reva si elle sait utiliser des sorts pratiques. Reva répond qu'elle ne connaît pas encore de sorts utiles, mais qu'elle fera de son mieux pour apprendre afin de pouvoir lui être utile. Cependant, l'homme lui dit qu'il ne peut pas l'acheter parce qu'il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider maintenant, et qu'il n'a pas le temps d'attendre le train de robe.
Mais il reconnaît qu'elle est tout à fait unique et lui souhaite bonne chance pour trouver un maître pour elle. Une fois le client parti, Reva s'excuse auprès de Palom d'avoir été rejetée une fois de plus, mais il lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car tôt ou tard, le maître qui lui convient se présentera. Reva essaie de garder espoir, mais cela fait plusieurs années qu'elle est arrivée ici, et elle n'a toujours pas réussi à trouver quelqu'un pour être son maître. Elle repense à son ancienne vie avec son jeune frère et à la façon dont elle a été forcée de se vendre comme esclave pour gagner de l'argent et s'occuper de sa famille, mais malgré tout cela, elle n'a pas encore réussi à faire une seule odeur. Chez Takumi, il travaille toujours aussi dur pour terminer sa voiture, ce qui commence à inquiéter Maria. Elle demande à Takumi s'il prévoit de retourner à l'atelier de Dejambo aujourd'hui, et Takumi le confirme puisqu'il y a beaucoup de travail de forge à faire avant le voyage. Sophia lui dit qu'il se surmène peut-être un peu car, en plus de tous les efforts qu'il a déployés pour terminer le carrosse, il doit encore fabriquer des potions et des réfrigérateurs pour Papek. Sans compter que Takumi n'a pas pris une seule pause ces derniers jours, alors à ce rythme, elle craint qu'il ne se tue à la tâche. Takumi apprécie qu'elles s'inquiètent toutes les deux de son bien-être, mais il leur assure qu'il va bien, et il part comme prévu. Son premier arrêt de la journée est la guilde, mais alors qu'il entre, il entend un homme qui essaie désespérément de faire croire au maître de la guilde qu'il a vu quelque chose d'horrible. Takumi s'approche de la réception et demande à Hans pourquoi tout ce remue-ménage. Hans explique que plusieurs personnes ont signalé avoir vu une étrange créature à l'extérieur. Takumi demande de quel genre de créature il s'agit, mais personne ne sait à quoi elle ressemble, bien que Hans ait dessiné un croquis en se basant sur ce que le témoin lui a dit. Même avec le croquis, on ne sait toujours pas ce qu'est la créature, mais Hans n'est pas trop inquiet car il n'y a pas encore eu de dégâts signalés. Quoi qu'il en soit, il demande à Takumi ce qui l'amène à la guilde aujourd'hui, et Takumi explique qu'il veut enregistrer un nouvel animal de compagnie qu'il vient d'obtenir. Hans est impressionné que Takumi ait réussi à apprivoiser un autre animal de compagnie, et compte tenu de ce que Takumi a fait jusqu'à présent, il s'attendait déjà à ce que ce soit un peu étrange, mais il est absolument horrifié lorsque Takumi sort Camilla de sa dimension de poche. Il jette alors un coup d'œil à son croquis et réalise que Camilla est le monstre dont tout le monde a eu si peur. Maintenant qu'ils savent que Takumi est à l'origine de toute cette panique, le maître de la guilde le convoque à une réunion pour le réprimander jusqu'à ce qu'il demande grâce. Pendant ce temps, Sophia est en ville car elle revient d'une réunion avec Mulan. Elle était là pour demander si Mulan avait des esclaves ayant des capacités magiques qui pourraient aider Takumi dans son travail, mais malheureusement, elle n'avait personne qui correspondait à cette description. Mulan a suggéré à Sophia de jeter un coup d'œil à d'autres sociétés de commerce d'esclaves, pour voir si elles avaient des esclaves correspondant à ce qu'elle recherchait. Alors qu'elle rentre chez elle, elle rencontre Maria, qui est partie acheter des ingrédients pour préparer le déjeuner. Elle a remarqué à quel point Takumi se sentait épuisé ces derniers temps, alors elle veut vraiment l'aider à se sentir mieux en cuisinant. Mais lorsqu'elle et Sophia se rendent à l'atelier de Dejambo pour prendre des nouvelles de Takumi, elles le trouvent assommé dans un tas de bois. Elles sont d'abord choquées, mais Dejambo leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car Takumi s'est simplement endormi pendant qu'il travaillait, et il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi quand Takumi a travaillé si dur sans se reposer. Et malgré l'épuisement, il a continué à travailler avec le sourire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il va s'en sortir pour l'instant, mais Dejambo prévient les filles que si elles ne font pas en sorte que Takumi arrête de travailler aussi dur, il pourrait bien mourir un jour. Un peu plus tard, une fois que Takumi s'est réveillé de sa sieste, il termine le chariot, et il a l'air si fier de lui pour cela. Et il a toutes les raisons d'être fier, car il a transgressé les lois de la physique pour fabriquer cette chose. À l'extérieur, elle ressemble à une voiture ordinaire, mais à l'intérieur, elle a la taille d'une maison. Takumi a travaillé dur pour enchanter cette voiture avec de la magie spatiale afin d'agrandir l'intérieur, et il l'a même équipée de tout le nécessaire pour que même les plus longs trajets en voiture soient confortables. Tout le monde monte à bord pour tester la voiture, et Maria s'amuse comme une folle à la conduire. Même si la voiture se déplace à une vitesse terrifiante, on ne ressent pratiquement aucune vibration à l'intérieur, de sorte qu'il n'y a aucun risque de mal des transports. Ils ont encore du temps avant le voyage prévu, alors Takumi dit à Maria qu'elle peut faire des suggestions sur tout ce qu'elle veut qu'il ajoute à la voiture, et puisqu'il a proposé, elle lui demande des pics de mort. Les pics sur le côté n'ont aucune utilité, mais ce serait cool. Takumi prend note de la suggestion de Maria et l'ignore rapidement, il continue donc comme d'habitude, et quelques jours plus tard, c'est l'heure du voyage. Il s'arrête à la porte de la ville et rencontre les crocs de lion, qui les escorteront jusqu'à la capitale. Papek et les autres ne tardent pas à arriver, et puisque tout le monde est là, Takumi pense qu'il est temps pour eux de se mettre en route. Cependant, avant qu'ils ne partent, Papek est un peu curieux de savoir à quoi ressemblerait un carrosse construit par Takumi, alors il demande s'il peut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Takumi lui dit d'aller de l'avant, alors Papek entre à l'intérieur, et à la seconde où il voit la maison à l'intérieur, il panique. Il demande frénétiquement à Takumi de lui expliquer comment il a réussi à fabriquer un si merveilleux carrosse et lui propose de le payer grassement pour obtenir l'information.
Mais Lord Godwin lui fait entendre raison, car il ne veut pas que Papek mette Takumi mal à l'aise. Godwin commence alors à s'exclamer haut et fort qu'il aimerait avoir un carrosse aussi merveilleux que celui de Takumi, et bien qu'il n'ordonne pas à Takumi de lui en fabriquer un, si Takumi devait lui en offrir un, il serait tellement reconnaissant qu'il serait prêt à payer 100 pièces de platine. Takumi fait un rapide calcul dans sa tête et réalise que 100 pièces de platine représentent environ 1 milliard de yens, et avec une telle somme d'argent sur la table, comment pourrait-il refuser? Pour l'instant, le groupe se met en route, Takumi et son groupe dans sa calèche, tandis que Godwin et Papek utilisent leur propre calèche. Pendant le trajet, Godwin parle à son assistant de l'atout que représente Takumi pour le royaume depuis qu'il est arrivé. Il est certain que Takumi atteindra un jour des sommets encore plus élevés, mais tous ses accomplissements ne manqueront pas d'attirer l'attention. Le roi et Godwin feront tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger Takumi des menaces qui pèsent sur le royaume de Barkula, mais l'empire de Sedonia sera toujours très difficile à gérer. En parlant de l'empire de Sedonia, nous nous projetons dans le futur après que les autres héros ont été convoqués, et Akan lit un vieux livre d'histoire de Sedonia pour rassembler autant d'informations qu'elle le peut. Le livre parle de la déesse Anat que Sedonia vénère, et dit qu'elle a créé l'humanité à son image. Elle a ensuite créé les hommes-bêtes à partir des bêtes et les elfes à partir des lutins, tous au service de l'humanité. C'est pourquoi les hommes-bêtes de l'empire de Sedonia sont si maltraités, et Akan ne le supporte pas. De retour à l'époque de Takumi, lui et les autres viennent d'arriver à la capitale, et Takumi est heureux qu'ils aient réussi à arriver en toute sécurité sans être attaqués. Mais la seule raison en est que le groupe de Takumi n'a cessé d'éliminer tous les monstres qui s'approchaient un tant soit peu d'eux. En fait, Lionfan n'a littéralement rien fait pendant tout ce temps, alors qu'ils sont censés être les gardes du corps ici. À ce moment-là, Papek s'approche de Takumi et lui dit qu'il a quelque chose à lui dire. Une fois qu'ils sont arrivés à l'auberge, il dit à Takumi qu'il veut offrir au roi un carrosse semblable à celui que Takumi a fabriqué pour lui-même. Il en a déjà parlé avec Lord Godwin, qui pense que ce serait la meilleure façon de montrer au roi l'expertise de Takumi. Cependant, comme leur audience avec le roi n'a lieu que dans 5 jours, Papek ne pense pas que Takumi sera capable d'en fabriquer un à temps, et il suggère donc d'attendre la prochaine audience avec le roi. Cependant, Takumi dit étonnamment qu'il peut le faire dans les 5 jours. S'il le fait après être rentré chez lui, il devra transporter le carrosse jusqu'à la capitale, ce qui représente beaucoup trop de travail, alors il pense qu'il vaut mieux le faire pendant qu'il est déjà ici. Il ne devrait pas être trop difficile de trouver les matériaux nécessaires dans la capitale, mais le principal problème est que Takumi a besoin d'un endroit pour commencer à construire, et il n'a pas d'atelier dans la capitale. Heureusement, Papek dit qu'il connaît l'endroit idéal pour que Takumi puisse faire tout son travail, l'entreprise Palom. Takumi rencontre ensuite Maria et Sofia pour leur faire part de la proposition de Papek de le faire travailler à l'entreprise Palom. Sofia connaît un peu la société Palom et dit à Takumi que c'est l'une des sociétés de commerce d'esclaves les plus fiables de la capitale, du moins d'après ce que Mulan lui a dit. Papek a obtenu l'autorisation pour Takumi d'utiliser l'un des vieux bâtiments détachés de la compagnie Palom, et dès que les matériaux arriveront, Takumi aura l'intention de commencer à travailler sur le nouveau chariot. Mais Sofia refuse que cela se produise et dit à Takumi qu'il doit se trouver un assistant. Il s'est presque tué à la tâche en construisant le premier carrosse, et maintenant il veut commencer à travailler sur un deuxième sans s'arrêter pour faire une pause. Même un bourreau de travail comme lui doit se rendre compte qu'il met sa santé en danger. Sofia lui demande donc de se trouver un autre esclave, pendant qu'ils sont à l'entreprise Palom. Takumi comprend que Sofia et Maria s'inquiètent sincèrement pour son bien-être. Il accepte donc de se procurer un nouvel esclave, et le lendemain, il rencontre le propriétaire de l'entreprise Palom. Takumi lui dit qu'il cherche un esclave pour l'aider dans son alchimie, et comme Takumi travaille actuellement sur un chariot qui contient divers éléments magiques, Palom suppose que Takumi a besoin d'un esclave qui a des aptitudes magiques. Pendant que Takumi est en réunion, Sofia se tient à l'extérieur, mais tout à coup, Maria arrive en courant, paniquée parce qu'elle ne trouve Maple nulle part. Maple a dit tout à l'heure qu'elle voulait explorer le bâtiment Palom. Et si quelqu'un voit une araignée tueuse se promener dans les couloirs, il va paniquer, alors Sofia dit qu'elle va chercher Maple avant qu'elle ne cause des ennuis. Malheureusement, lorsqu'elle trouve Maple, elle a déjà effrayé Reva, qui essayait simplement d'apprécier son livre. Maple s'excuse d'avoir effrayé Reva et Sofia l'aide à se remettre debout, mais elle remarque alors que le livre que Reva porte est un livre sur l'alchimie. Elle demande à Reva si elle est intéressée par l'alchimie, et elle commence à lui dire à quel point elle aime étudier l'alchimie. Quelques minutes plus tard, Reva est amenée dans la salle de réunion pour rencontrer Takumi, car Palom a suggéré qu'elle était une bonne candidate pour répondre aux besoins de Takumi. Reva salue Takumi et s'assoit pour qu'ils puissent commencer leur discussion, mais alors que Takumi lui explique les tâches qu'il doit accomplir, Reva est complètement déconnectée parce qu'elle craint d'être à nouveau rejetée et de ne pas pouvoir gagner de l'argent pour sa famille. À ce moment-là, Takumi parle de rencontrer quelqu'un qui s'y connaît en alchimie, et dès que Reva entend le mot « alchimie », elle s'enflamme, car l'alchimie, c'est son truc.
Elle aime l'alchimie autant que Takumi, et tous deux commencent à parler de leurs méthodes et théories préférées. Takumi est tellement impressionné par Reva qu'il décide de lui faire passer un petit test. Il déchire un morceau de papier d'un de ses journaux et lui demande si elle peut trouver à quoi sert ce cercle magique. Reva y jette un coup d'œil et comprend qu'il s'agit d'un cercle de recomposition utilisé pour fabriquer des bonbons, mais il y a quelque chose qui cloche, et elle ne sait pas ce que c'est. Elle commence à avoir une crise de panique due à l'examen et se met à pleurer parce qu'elle ne peut pas répondre à la question de Takumi. Elle lui dit qu'elle ne connaît pas la réponse parce que ce n'est pas le même sort de bonbons qu'elle connaît, et elle s'attendait à ce que Takumi la rejette pour avoir échoué à son examen, mais au contraire, il lui tend la main et l'invite à rejoindre son groupe. Elle avait raison de dire que le cercle servait à fabriquer des bonbons, mais c'était un peu différent car Takumi utilise d'autres ingrédients dans ses bonbons. Néanmoins, Takumi trouve incroyable qu'elle ait pu comprendre ce qu'était le cercle magique rien qu'en le regardant, et il lui dit qu'il serait ravi qu'elle fasse partie de son équipe. Comme Takumi a accepté Reva, Palom crée le contrat entre eux, et Reva est heureuse d'être enfin employée. Mais elle lui demande s'il peut lui rendre un petit service. Elle veut qu'il l'aide à envoyer tous ses salaires dans son village natal. Reva explique que sa famille est très pauvre et qu'elle veut la soutenir autant que possible pour que son frère puisse avoir une vie meilleure, et si c'est ce qu'elle veut vraiment, Takumi ne voit aucune raison de refuser. Pendant ce temps, le roi de Sedonia s'apprête à prendre des mesures de représailles contre le royaume de Barkula, qui a refusé de lui livrer Takumi. Mais la princesse a une meilleure idée. Ils vont bientôt convoquer leur héros, alors elle prévoit de lancer des rumeurs pour susciter la haine du peuple de Barkula parmi les Sédoniens, et une fois qu'ils auront convoqué leur héros, ils trouveront une excuse pour faire la guerre et se venger. Peu de temps après, Takumi termine la synthèse de la structure en adamantite pour le chariot, et Reva est impressionnée qu'il ait pu créer quelque chose comme cela tout seul. Elle propose de commencer à polir le cadre, mais en le faisant, son moral chute car elle ne pense pas pouvoir accomplir quelque chose de semblable. Cependant, Takumi la rassure en disant que bien que les cercles d'alchimie qu'il a utilisés puissent paraître compliqués, ce n'est pas beaucoup plus difficile que le sort des bonbons. Il est sûr qu'après un peu d'entraînement, Reva sera capable de pratiquer l'alchimie aussi bien que lui, car après tout, elle possède la qualité la plus précieuse pour l'alchimie. Un enthousiasme authentique pour cet article. Finalement, avec l'aide de Reva, Takumi parvient à terminer le chariot. Alors qu'il admire son travail, un vieil homme s'approche de lui pour regarder le chariot également. Il demande à Takumi si cela lui appartient, mais Takumi répond qu'il a fabriqué mais qu'en réalité, il va l'offrir au roi. Juste à ce moment, les autres arrivent en courant en criant pour attirer l'attention du roi. Comme ils font clairement référence à Takumi, ce dernier réalise que l'homme à côté de lui doit être le roi, et il est mortifié de la manière décontractée avec laquelle il lui parlait plus tôt. Le roi lui dit de ne pas s'inquiéter des formalités, car il s'agit d'une rencontre informelle, et la raison pour laquelle il a choisi cette approche est qu'il trouve les réunions formelles ennuyeuses. Il voulait également rencontrer le célèbre alchimiste Takumi dès que possible pour le remercier en personne, mais Takumi est surpris d'entendre que le roi souhaite le remercier. Il ne sait pas ce qu'il a pu faire pour mériter la gratitude du roi, mais ce dernier lui rappelle qu'il a inventé les toilettes qui ont résolu le problème d'égout du royaume, donc en tant que roi, il est de son devoir de lui exprimer sa gratitude. Normalement, un grand banquet serait organisé en l'honneur de Takumi, et toutes sortes de récompenses et de titres lui seraient attribués, mais cela attirerait trop d'attention indésirable sur lui. Le roi sait que Takumi souhaite rester anonyme pour éviter d'être ciblé par Sedonia. Le roi semble être un homme vraiment bien, et Takumi est reconnaissant qu'il soit si compréhensif. Le roi finit par donner une récompense à Takumi pour son invention des toilettes, et ensuite, le groupe entame son voyage de retour. En partant, le roi les observe depuis sa fenêtre et ordonne à ses serviteurs de s'assurer que personne ne sache que Takumi est venu ici aujourd'hui. Simon accepte de dire à tout le monde dans le château de garder le silence sur Takumi, mais une fois qu'ils commenceront à exporter les produits de Takumi en dehors de Barkula, l'influence de Takumi se répandra si largement qu'il sera impossible d'empêcher Sedonia d'agir contre lui. De retour à Bolton, Takumi s'assoit avec tous ses esclaves pour discuter de leur salaire, mais à sa grande surprise, Maria et Sophia disent qu'elles ne veulent pas être payées. Maria déclare qu'il lui donne déjà suffisamment de nourriture, donc elle est satisfaite de l'allocation qu'il lui fournit déjà, et Sophia n'a pas vraiment d'utilité pour son salaire de toute façon, donc elle ne voit pas la nécessité d'être payée. Reva trouve étrange que Takumi doive argumenter pour convaincre ces deux-là d'accepter leur salaire, mais elle profite simplement du spectacle à ce stade. Takumi essaie d'expliquer à Sophia que même si elle n'a pas besoin d'argent maintenant, c'est toujours une bonne idée d'en économiser pour l'avenir, mais Sophia a déjà pris sa décision. Elle est une elfe, donc elle est destinée à vivre plus longtemps que Takumi, mais même après la mort de Takumi, elle prévoit de passer le reste de sa vie à veiller sur sa tombe. Maria ne vivra pas aussi longtemps, mais elle ferait volontiers la même chose. Le sentiment est touchant, mais Takumi aimerait vraiment que ces deux-là puissent envisager un avenir pour elles-mêmes qui ne consiste pas à rester assise près de sa tombe pour l'éternité. Pendant ce temps, dans l'empire de Sedonia,
l'un des espions de la princesse a réussi à mettre la main sur l'un des dispositifs de purification de Takumi, et elle est dégoûtée que quelqu'un ose reproduire une magie sacrée au lieu de les payer. Elle refuse de laisser faire cela, et elle sait que ces dispositifs de purification proviennent de la ville de Bolton, donc elle prévoit d'envoyer une petite unité pour détruire ceux qui produisent ces dispositifs. De retour chez Takumi, lui et Reva sont dans son atelier lorsque Reva lui demande soudainement si elle peut s'inscrire à la guilde des aventuriers. Takumi est surpris par sa demande, mais Reva dit qu'elle veut aider Takumi en tant qu'aventurière également, tout comme Maria et Sophia. De plus, être une aventurière l'aiderait à améliorer ses stats, et améliorer ses stats lui permettrait de réaliser des alchimies plus complexes. Lorsqu'elle le formule ainsi, Takumi comprend pourquoi elle veut devenir une aventurière, donc il accepte de la laisser s'inscrire. Tous deux se rendent à la guilde, et Reva reçoit une carte de guilde pour rejoindre le groupe de Takumi, mais en parlant du groupe de Takumi, Hans lui dit de se dépêcher de trouver un nom. À l'exception de Reva, tout le monde dans le groupe de Takumi est déjà de rang D, et avec leur performance, ils font facilement partie des meilleurs groupes de la guilde, donc ils ne peuvent pas rester sans nom éternellement. Takumi ne pense pas que ce soit un si gros problème de laisser son groupe sans nom, car il n'a jamais voulu être un aventurier dès le départ. De plus, son équipe n'a personne pour combattre en première ligne. Takumi pourrait probablement le faire avec un peu plus d'entraînement, mais il n'est pas vraiment intéressé par le fait de devenir plus fort. C'est alors que Barak apparaît de nulle part et dit qu'il est prêt à entraîner Takumi jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur combattant de première ligne, et il choisit commodément d'ignorer Takumi lorsque ce dernier dit qu'il n'est pas intéressé par un entraînement. Barak commence à projeter Takumi partout sur le terrain d'entraînement tout en exigeant qu'il trouve un nom pour son groupe. Mais entre la peur et la douleur constante, le seul nom auquel Takumi peut penser est lié aux toilettes, donc Barak continue de le projeter jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de mieux. Malheureusement, Takumi n'a rien trouvé, donc à la fin de la journée, il est couvert de bleu et de bosses. Maria commence à le soigner, donc Takumi lui demande si elle a une idée pour un nom de groupe, mais elle est encore pire que lui pour trouver des noms, donc elle ne sera pas d'une grande aide. Takumi essaie de demander à Sophia si elle peut penser à un bon nom de groupe, mais son esprit est un peu préoccupé par la colère aveugle qui monte en elle. Elle ne peut pas croire que Barak ose blesser son maître de cette manière, et elle se lève pour se rendre à la guilde immédiatement, prête à en découdre. Cependant, Takumi l'arrête et dit que Barak l'entraînait simplement, et même si cela a fait mal, les stats de combat de Takumi ont bien augmenté grâce à cela, donc il n'y a pas de raison d'être en colère contre Barak. 10 mois se sont écoulés depuis que Takumi a été invoqué, et les autres héros sont actuellement occupés par leur entraînement. La prouesse au combat de Yamato s'améliore régulièrement, à tel point qu'il surpasse maintenant le chevalier chargé de son entraînement. Cependant, Akira reste à l'écart et se moque de Yamato, car il pense que le style de combat agressif de Yamato ne fonctionnerait jamais dans un vrai combat. Akane rappelle à Akira que son style de combat est tout aussi agressif que celui de Yamato, mais Akira dit qu'il est le personnage principal, donc il est naturellement un meilleur épéiste. Quoi qu'il en soit, il demande à Akane si elle veut revenir dans sa chambre avec lui pour un autre type d'entraînement, mais Akane l'ignore et se tourne pour retourner dans sa chambre. Depuis leur arrivée, Yamato et Akira semblent avoir changé en mal, et elle ne sait pas pourquoi. Elle a essayé de découvrir autant que possible sur Sedonia et sa déesse Anat pour comprendre ce qui se passe, mais jusqu'à présent, tout ce qu'elle a trouvé est la doctrine de l'Église de la lumière divine. Leur doctrine prêche la suprématie absolue des humains et traite tous les demi-humains comme des esclaves, mais d'un autre côté, elle a réussi à en apprendre un peu sur l'Église de la création, qui vénère Nolan et traite tous les humains et demi-humains de manière égale. Cependant, Sedonia est dominée par l'Église de la lumière divine, et s'ils l'ont invoquée, elle et les autres, en tant que héros pour apporter la paix mondiale, cela fait frémir de penser à ce que la famille royale ici a l'intention de leur faire faire. Revenons à Takumi, il donne à Reva une bague et un bâton puisqu'elle veut aider dans leurs aventures. La bague l'aidera à activer la magie, et comme Reva lui a dit qu'elle savait utiliser son bâton, Takumi en a fabriqué un en bois de Trint et un alliage de mithril. Reva est très reconnaissante que Takumi ait fabriqué des armes aussi merveilleuses pour elle, mais Maple commence à être jalouse car Takumi ne lui fabrique jamais d'armes. Cependant, Takumi lui a fabriqué une arme cette fois, et il a fait appel à Reva pour l'aider, donc Maple est reconnaissante envers eux deux. Le lendemain, Takumi s'entraîne à nouveau avec Barak, et il essaie de trouver un nom pour son groupe afin de pouvoir arrêter l'entraînement, mais le meilleur qu'il ait trouvé est « Griffe de chat », ce qui est juste un plagiat de « Griffe du lion », donc Barak le met en prise abdominale. Maria essaie d'aider en suggérant un nom, mais il est si mauvais que Barak le rejette et projette Takumi au sol. Takumi commence à craindre que Sophia n'attaque Barak s'il continue à le projeter ainsi, mais après avoir vu l'entraînement elle-même, Sophia réalise que Takumi est vraiment faible en combat au corps à corps, donc elle pense maintenant que l'entraînement est nécessaire. Après plusieurs heures à être projeté, Takumi obtient enfin une pause, mais juste au moment où il commence à se détendre, Hans lui demande s'il aimerait accepter une mission d'escorte.
Takumi hésite à accepter les missions d'escorte car elles sont généralement très longues, mais Barak lui dit qu'avec son chariot et camélia, cela ne lui prendrait que 4 jours pour aller et revenir. De plus, la demande vient de l'entreprise de Papek, donc il lui rendrait service en acceptant. Takumi demande si Griffe du Lion peut le faire à la place, car il s'occupe généralement des quêtes d'escorte de Papek, mais malheureusement, Griffe du Lion est actuellement en mission séparée, donc ils ne peuvent pas le faire. Takumi ne veut toujours pas accepter la quête, mais tout le monde semble penser que ce sera une bonne idée, donc il est obligé d'accepter. Ils commencent leur voyage vers la ville de Kilgus, et l'homme qu'ils escortent dit qu'il se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que Takumi et son groupe le protègent. Il prévoit de vendre quelques produits de première nécessité ainsi que les dispositifs de purification, mais pendant qu'il est là, Papek lui a également demandé d'acheter du lait. Takumi est choqué d'apprendre que le lait existe dans ce monde car il n'en a jamais vu, mais il n'est généralement pas vendu à Bolton. Kilgus a également d'autres produits laitiers comme le fromage, donc Takumi commence à s'enthousiasmer pour ce voyage après tout. Une fois arrivé à la ville de Kilgus, Takumi fait goûter à tous un ragoût à la crème pour la première fois. En prenant leur première bouchée, ils trouvent tous que c'est vraiment savoureux et unique, car ils n'ont jamais goûté quelque chose de semblable auparavant, mais Takumi pense qu'il pourrait améliorer cette recette un peu, donc il dit qu'ils devraient acheter beaucoup de fromage et de lait avant de rentrer chez eux. Heureusement, les marchés de cette ville restent ouverts la nuit, donc Takumi peut acheter autant qu'il veut maintenant. Cette nuit-là, ils sortent tous pour acheter les produits laitiers, et ensuite, ils s'assoient ensemble pour les goûter. Pouvoir avoir du lait et du fromage à nouveau fait penser Takumi à son ancienne vie au Japon, mais il ne la regrette pas du tout, car sa vie dans ce monde est bien plus épanouissante qu'elle ne l'a jamais été sur Terre. Sophia remarque que Takumi est plongé dans ses pensées, donc elle lui demande si quelque chose s'est passé, et il lui demande si elle pense parfois à retourner dans sa ville natale. Sophia dit qu'elle préfère trop sa vie actuelle pour continuer à ressasser le passé. Elle a passé 50 ans de sa vie piégée par la malédiction qui lui avait été imposée, mais après avoir formé un contrat avec Takumi, elle a pu vivre une nouvelle vie. Donc tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est d'avancer avec Takumi et les autres. Tout le monde est d'accord avec le sentiment de Sophia, et Takumi comprend ce qu'il ressente, car depuis qu'il est arrivé dans ce monde, il a l'impression qu'on lui a donné des ailes pour vivre sa vie comme il l'entend. Maintenant qu'il y pense, ces ailes métaphoriques sont toutes grâce à Nolan, donc il a finalement décidé d'un nom pour son groupe, les ailes de Nolan. Après avoir terminé la mission d'escorte, Takumi et les autres retournent à Bolton, mais en arrivant à son manoir, ils réalisent que quelque chose ne va pas. La pièce entière est remplie de poisons paralysants, et avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe, les filles ont toutes été empoisonnées et capturées par 2 hommes masqués. L'un d'eux s'approche de Takumi et tente de le poignarder à mort, mais à la dernière seconde, le couteau est dévié par une toile, donc Takumi saisit l'opportunité de contre-attaquer et assomme le premier homme. Le deuxième homme essaie alors d'attaquer Takumi, mais il parvient facilement à le renverser et à le neutraliser. Maintenant que les menaces sont neutralisées, Takumi remercie Maple pour son aide, car elle l'a vraiment sauvé là-bas. Il utilise ensuite un sort de guérison pour éliminer le poison afin que les filles puissent bouger à nouveau, et Sophia commence à s'excuser abondamment pour ne pas avoir pu le protéger. Takumi lui dit que ce n'est pas de sa faute si elle ne pouvait pas bouger, car seulement lui et Maple ont des compétences de résistance à la paralysie. En parlant de Maple, elle demande à Takumi ce qu'il veut faire des autres intrus qu'elle a trouvés. Elle a trouvé ces hommes rôdant autour de la maison, donc elle les a vaincus et les a ligotés dans ses toiles, mais à en juger par leur apparence, il s'agissait d'une tentative d'assassinat planifiée. Takumi envoie Sophia chercher Barak à la guilde, et après son arrivée, il fait emmener les assassins, mais il dit à Takumi qu'il devrait probablement signaler cela au seigneur de Bolton, car il semble que Sedonia l'ait finalement trouvé. C'était la fin de l'épisode 6. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.